Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Vous êtes bien sûr la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous. Michael avec vous et accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Oui, bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va depuis hier soir, 1h du matin avec notre ami Jean-Marie Le Gall. Peu dormi. Peu dormi, voilà, c'est ça. Bon, eh bien, en tout cas, ravi de te retrouver et de vous retrouver toutes et tous, nos amis, auditrices et auditeurs. Alors, Caro, si tu veux expliquer pour le chat, parce que je sais qu'il y a déjà des personnes de ceux qui sont connectés. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre. Voilà. Alors, si vous voulez nous rejoindre justement sur le chat, donc voici l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Et venez rejoindre Steph, Jean-Marie, Véronique, Virginie, Fatma, Chris, Hélène pour l'instant. Hein, ils étaient à l'avance. C'est génial. On vous attend, on vous attend. Alors ce soir, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Pascale Lafargue, qui est parapsychologue, médium, auteur, conférencière, qui étudie toujours tout ce qui est phénomènes paranormaux, 9 études de parapsychologie, donc c'est pas rien, voilà. Donc bonsoir Pascale. Bonsoir et Bonsoir. un grand merci pour votre invitation. Bonsoir. Avec Bonsoir, grand plaisir. Tu sais, Pascale, la pensée créatrice, je t'apprends rien, évidemment. Hein, donc, voilà. Comme ça fait pas mal d'années que j'avais envie que tu sois parmi nous, eh bien, voilà, il suffisait de le vouloir et tu es là. Parce que je t'ai connu avec mon ami Jean-Claude Carton. Tu sais, je te l'avais dit en privé. Oui, hein. oui, Donc, Jean-Claude voilà. Carton, je me souviens très bien. C'était un homme absolument délicieux, vraiment adorable, délicieux. On a fait des émissions ensemble Oui. et c'est vrai qu'il portait un intérêt très soutenu pour mon engagement, mes travaux, et on a toujours fait des émissions, des belles émissions, et je garde vraiment un souvenir ému de Jean-Claude, vraiment très bon souvenir. Pareil, et c'est vrai que j'écoutais tout tranquillement, moi aussi. D'ailleurs, j'ai toujours toutes les archives, 5-6 heures d'émission souvent, donc voilà. C'était des émissions à rallonge et c'était très 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 bien, voilà. Donc c'est aussi grâce à lui qu'il y a la radio du Lotus, c'est pour ça que je le dis aussi. S'il n'était pas là, je pense pas qu'il y aurait la radio du Lotus. Voilà. Et puis je remercie aussi nos amis Véronique et Jean-Marie qui sont sur le chat, nos amis de l'association Souffle d'âme, parce que c'est eux qui m'ont mis en contact avec toi. Voilà, donc je les remercie beaucoup. Je les embrasse tous les deux, Jean-Marie et Véronique. Ils sont très souvent sur le chat, tu sais, ils sont très fidèles aux émissions. Voilà, donc merci les amis, encore une fois. Donc ce soir, eh bien, nous allons parler de la réincarnation, parce que ça fait partie des thèmes que tu proposes, mais il y en a tellement, tu es multifacette, oui, vraiment. Donc la réincarnation, mais plus particulièrement, qu'est-ce que le protocole exactement, la méthodologie, les révélations. Tu fais beaucoup d'enquêtes aussi avec des personnes qui viennent te voir dans tes formations, donc on va en parler bien sûr tout au long de la soirée. Donc voilà, Pascale, si tu veux te présenter, expliquer ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas encore, et puis pour aller dans le vif du sujet, tout simplement. Bien sûr. Alors très simplement, donc j'ai commencé très jeune à étudier la parapsychologie. Il est vrai que je me suis toujours posé des questions profondes, fondamentales, sur la vie, sur l'univers, En fait, j'ai toujours été très curieuse. Et très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à lire des ouvrages. J'avais besoin de comprendre la notion les possibilités du cerveau, en fait. Et notamment, parce que je me souviens, très jeune, lors de mes vacances en Bretagne, en famille, j'étais souvent je dirais, j'avais souvent des intuitions très fortes. Je m'amusais même à dire des choses qui allaient arriver, et des fois même dans des détails assez surprenants. Et ça m'a jamais inquiétée, je trouvais ça plutôt amusant. Mais même si ça m'amusait, j'essayais de comprendre. Jusqu'au jour où je suis tombée sur des livres qui m'ont passionnée, des livres écrits par un des plus grands parapsychologues du XXe siècle, et qui parlait de ses élèves, de ses cours, et puis des phrases très simples mais percutantes, où il disait
parce qu'il parlait de la parapsychologie. Ce que je fais, d'autres peuvent le faire, et ce que je vois, d'autres peuvent le voir. Et pour moi, il démystifiait la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Et ce qui me plaisait dans la démarche de cet homme, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de place à la fabulation. Nous expérimentions, on faisait des psychométries, puisque la psychométrie est la technique de base en parapsychologie. Et j'ai commencé à étudier, je lui ai écrit, mais j'ai été acceptée, j'ai commencé à étudier. Et là, j'ai commencé à découvrir mes capacités. Alors au début, je pensais que c'était vraiment un coup de chance, quoi. Je me suis dit, j'ai eu un coup de chance à psychométrer une enveloppe ou une pierre, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, il se passait vraiment quelque chose. Voilà, donc là, j'ai planté un petit peu le décor. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, j'explique que la parapsychologie, c'est quoi en fait? C'est l'étude et le développement de ces perceptions extrasensorielles, intuitives, cognitives, sensitives, et la technique de base en parapsychologie est la psychométrie. Qu'est-ce que la psychométrie? La psychométrie, c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Ça veut dire qu'en fait, en tant que médium parapsychologue, mon outil de travail, c'est mes mains. Ça veut dire que euh, je ne serais incapable d'évaluer à ce jour le nombre de psychométries que j'ai pu effectuer, c'est-à-dire en touchant des pierres, des morceaux de tissu, des pans de murs sur des sites ou la main des personnes. Puisque serrer une poignée de main, pour moi, ça n'est pas quelque chose d'anodin. En serrant la main de quelqu'un, je peux lire son histoire en fait et parler de lui et raconter son histoire. Donc en fait, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste d'ailleurs dans la main. Je ressens très rapidement si c'est honnête, si c'est sincère, si je suis dérangée, si quelque chose me gêne, si c'est fourbe, si c'est hypocrite, si c'est plein d'amour. En fait, la poignée de main, moi déjà, elle me donne une indication forte. Mais ça fait pas Et peur. Excuse-moi, Pascal, est-ce que ça a déjà fait peur à des personnes ou de ton entourage ou ta famille ou quoi qui se sont dit oh là, mais c'est qui? C'est une sorcière ou bah, quoi? Tu sais, on sait Non, jamais. non, ça n'a Non, jamais été dit, non, parce que d'accord. j'ai eu la chance d'être dans une famille plutôt cartésien, C'est bien, oui. plutôt bien ouvert d'esprit. Et d'ailleurs, quand D'accord. j'ai commencé mes études, à étudier en parapsychologie, euh, il y a une personne qui croyait beaucoup en moi, enfin, qui disait, c'est maman, c'est ma mère. Ma mère que j'appelle Mamina et dont je parle dans beaucoup de mes livres d'ailleurs, puisque je communique énormément avec elle et depuis des années. Et donc, puisqu'elle est décédée il y a longtemps. Et en fait, ma mère disait toujours, j'ai une immense confiance en Pascal et je sais qu'il faut lui faire confiance et ce qu'elle fait est bien. Parce que quand j'ai commencé les études, je me suis dit, tout le monde se disait, mais où est-ce qu'elle a mis les pieds? Et finalement, je suis quelqu'un d'assez dans la vie pragmatique, rationnel, assez bien construite, on va dire. Et ce qui fait que pour moi, je m'appuie sur les faits et rien que les faits. Donc en fait, ce qui me plaisait dans cette démarche, c'est d'aller étudier auprès d'un scientifique. Et donc, j'allais trouver au fur et à mesure dans mes cours, dans mes années d'études, c'était très carré parce que on nous donnait une psychométrie à faire, on se concentrait, on essayait de savoir d'où provenait l'objet, mais on savait après le temps de concentration, lorsque l'on avait la parole à donner sur ce que l'on avait vu, si c'était vrai ou pas. Donc, en fait, pas de place à la fabulation, c'est assez direct et on a tout de suite conscience, je dirais, de ce que l'on fait, de ce que l'on a vu assez rapidement. Et ça me plaisait. Ça me plaisait parce que pas de place à la fabulation, pas de place à l'à peu près, c'est juste, c'est faux. Et ça me plaisait énormément. Alors, il faut savoir que parallèlement à ça, moi j'ai travaillé Air France, hein, j'étais hôtesse à Air France, et c'est un métier dans lequel, quand vous faites partir des avions, il n'y a pas de place à la fabulation. C'est-à-dire que vous avez un timing, vous avez un... Parce que moi j'étudiais en parallèle de mon métier, hein, et vous avez toute une procédure qui doit être faite, et vous devez suivre, et il y a chaque chose qui doit s'accomplir en chaque temps. Et donc, c'est beaucoup d'informations intégrées d'un seul coup. Et pour la sûreté et la sécurité, c'est appliquer plein de choses aussi également. Donc, en fait, au-delà d'avoir été formé à un travail extrêmement carré et extrêmement, comment dirais-je, rationnel, et en même temps avec
des checks permanents. Et aussi, moi, la façon dont je suis structurée aussi, fait que ça matchait très bien et ça répondait à mon attente. Et en fait, non seulement la famille était un petit peu au départ, quand j'ai commencé à étudier, ils se posaient énormément de questions, mais au fur et à mesure du temps, ils ont commencé un peu à se détendre parce qu'ils ont vu qu'au contraire, j'avais un regard posé sur le sujet. Et puis moi, je leur racontais aussi ce qui se passait. Donc, au fur et à mesure du temps, ils ont compris qu'il y avait d'une part, aucun danger, de deux, qu'il y avait une structure, et de trois, il y avait des réussites. Et donc, j'ai perdu ma maman très jeune, mais mon père, au fur et à mesure du temps, a vu, et parce qu'on en parlait, il n'en revenait pas d'ailleurs, hein, parce qu'il était assez voilà, cartésien, on va dire. Et quand j'ai créé mon association à l'époque, donc il a fait partie de cette association, on a donné des conférences et il venait pour être à l'entrée, à l'accueil, etc. Et en fait, les gens venaient lui parler, dire mais vous avez une fille, c'est incroyable ce qu'elle fait, etc. Parce que à cette époque, je donnais des cours. Et mon père m'avait dit, c'est très drôle, il m'avait dit en aparté, Pascal, tu les paies pas quand même pour qu'ils disent du bien de toi. Mais il l'avait dit sous le ton de la plaisanterie, en fait. Mais parce que, et en fait, c'est grâce au témoignage presque des élèves hein, qui venaient aux conférences, des gens, où il s'est dit, mais c'est dingue, en fait. Il a pris conscience. Et puis ensuite, avec le départ de maman, nous avons vécu aussi des moments très forts où maman, quand elle se matérialisait, elle émettait des odeurs de rose, mais inouïes. Et mon père a été témoin de ça, d'un point de vue olfactif. Pas visuel, il la voyait pas, mais olfactif, oui. Et à partir de là, il a commencé à être très troublé. Non seulement il a pris l'affaire au sérieux, mais il a infiniment respecté tout ce que je faisais. Donc j'ai eu la chance. Alors, contrairement à ce que d'autres peuvent dire, enfin, je sais qu'il y a des témoignages. Moi, j'ai eu une enfance plutôt très heureuse, très aimante, très heureuse, bien entourée, avec des belles valeurs, avec un cadre. Et ça, c'est ce qui aussi fait de moi, au fur et à mesure du temps, où j'ai porté aussi ces valeurs. Et ces valeurs, je les ai aussi adaptées déjà dans mon travail, lorsque j'étais Air France, que j'ai quitté il y a 6 ans, je suis partie en plan de départ pour vraiment me consacrer à mes travaux. Et en fait, je porte ces valeurs dans cette discipline. C'est pour ça que je suis autant exigeante, autant perfectionniste. Et en fait, je suis partie aussi dans l'esprit où, à partir du moment où j'étudie la parapsychologie pour être parapsychologue et je suis médium, c'est-à-dire que je ne me mets aucune limite. Et donc, alors peut-être que j'en dis un petit peu trop, mais je vais explorer tout ce que cette discipline me propose d'explorer et je ne vais me mettre aucune barrière. Et ça, ce que je suis, je le dois au patrimoine familial, à la force de l'éducation, à la force de l'amour que j'ai reçu aussi et que j'ai essayé de redonner aussi à maximum. Mais c'est important avec les personnes voilà. Après. Tu sais, excuse-moi, il y a juste parce que une question de Steph, coucou Steph, et bien sûr bonsoir à tous. Tu parlais tout à l'heure des parapsychologues que tu as lus, tu sais, au début quand tu étudiais, et Steph nous demande mais quel grand parapsychologue t'a intéressé, les livres vraiment qui t'ont interpellé pour continuer sur ce chemin? Oui, alors j'allais le nommer. Il s'agit de Raymond Réan. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Oui, ok. Voilà, il s'agit de Raymond Réan. Et d'ailleurs, avec Raymond, nous étions amis. On a même fait des enquêtes ensemble. Et je sais qu'il m'apprécie infiniment. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Oui, Caro, tu voulais... Non, je dis merci. D'accord, ok. Donc... Non, c'est parce que les auditeurs, un auditeur disait qu'il n'y avait plus de son, donc moi j'étais en train d'écouter pour voir. Il y a du son, oui, tout va bien. Oui. Voilà, juste, je ne sais pas si c'est certainement une amie à toi, parce qu'il y a Bernadette qui te passe le bonjour sur le chat. Alors, je crois savoir qui c'est alors. Tu connais, c'est une de mes élèves, je pense, Bernadette R. Dont le nom de famille doit commencer par la lettre R. Et donc, je l'embrasse également. Bonjour ma chère Pascal, bonsoir ma chère Pascal. Donc voilà, c'est quelqu'un qui te connaît, c'est pour ça que je transmets. Voilà, c'est ça. Merci super. Infiniment. Bon. Ça fait plaisir Mais oui, c'est vrai. On n'est pas tout seul, tu vois, c'est bien. Voilà. c'est ce qu'il faut. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir expliqué certains phénomènes comme la psychométrie, parce que c'est vraiment très important. Ça, c'est vrai. C'est la technique de base. Oui, la base des bases. Oui, voilà. Je suis d'accord. C'est vraiment
je dirais que mes outils, c'est vraiment mes mains et mes yeux, en fait. Mais à la limite, c'est surtout les mains, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Oh, je la raconte toujours, cette anecdote. À l'époque, quand j'étais en activité Air France, il y a un passager qui arrive qui est sur un vol que j'étais en train de procéder à l'embarquement du vol. Et cet homme me serre la main. Et l'homme qui me serre la main, c'est Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, donc, me serre la main, il me dit bonjour. Et à ce moment-là, il faut savoir que c'était 7 mois avant les élections présidentielles et que Jacques Chirac était au plus bas dans les sondages puisque Balladur était plutôt porté comme le favori, on va dire. Et donc, moi, je lui serre la main, je lui dis bonjour, bonjour monsieur. Et au moment où je lui tiens la main, j'entends il sera président, il sera président. Et là, pendant quelques secondes, j'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, comme je suis d'une très grande pudeur, je n'ai pas osé lui dire. Et j'ai, comment dirais-je, bon, je l'ai embarqué dans l'avion, mais je ne lui ai pas dit. En revanche, ce que j'ai fait, tous mes collègues à l'époque, je leur ai dit, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, je leur aurais dit à tous. Et 7 mois plus tard, on connaît l'histoire, il a été élu président de la République. Voilà. Mais Et donc, il y en a qui m'ont dit, c'est dommage que tu lui aies pas dit. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je trouve ça dommage, mais après, voilà, c'est mon avis. Oui, mais bon, des hommes politiques, dans mon métier, j'en ai croisé énormément. Oui. Mais d'avoir entendu ça, c'est vraiment quand j'ai salué, enfin serré la main de Jacques Chirac. Voilà, c'est vraiment ce moment-là où... alors là, c'était un moment fort, vraiment. Mais ça l'aurait intrigué aussi, hein, tu sais certainement. Hein, voilà, je pense certainement, aussi. Mais certainement. Imagine qu'il serait venu à un cours après, tiens, finalement. Alors, je ne sais pas s'il aurait eu le temps de venir à un cours. Je ne sais pas non plus, mais bon. Ouais. Voilà, c'est toujours intriguant, quoi. Ouais, mais il y a des hommes politiques comme ça qui m'ont... que j'ai évidemment dans mon cadre professionnel croisé énormément, mais je crois qu'il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, énormément. Ouais, il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Georges Marchais. Ah bah il avait du charisme aussi, il faut dire, hein, quand même. Ah, un charisme, mais de rien à voir avec la télévision. C'est sûr. Ça m'avait marqué. Il dégageait même quelque chose de, comment dirais-je, de très spécial en termes d'énergie, vraiment. D'animal, non, un peu, tu veux dire Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est spécial. D'abord, il était très grand. Et moi, j'étais jeune à cette époque-là, mais c'est presque quelque chose d'énigmatique et d'énergétique très spécial, mais pas négatif, hein, pas forcément négatif, mais porteur de quelque chose. En fait, lui m'a marqué, autant d'autres. Je citerai pas de nom, mais il y a des hommes politiques à qui j'ai jamais voulu serrer la main, par contre. Oui, d'accord. Bah ouais, comme non, beaucoup parce de gens. Que je voulais pas du tout me coller leurs énergies. Oui, voilà, les énergies, ça va pas, quoi. Non. Il y a une question sur le chat par rapport à une question de Mary qui demande que pensez-vous des objets de brocante et en avez-vous chez vous? Alors oui, bonne question. Alors les objets de brocante, d'ailleurs, je consacre dans mes cours un sujet là-dessus. Alors il faut savoir que les objets ont une mémoire. Alors, en tant que psychomètre, puisque vous avez compris que je tiens des objets, je les psychomètre, alors des objets, des photos, des vêtements et les mains des personnes. Bien. Alors, tous les objets achetés en brocante ont une histoire. Une histoire qui parfois est douloureuse, et souffrante, mais parfois peut être aussi très positive. Ça dépend. Moi, ce que je conseille, parce que j'ai des objets de brocante, mais j'ai vécu une mauvaise expérience avec un objet de brocante et je ne comprenais pas. Et j'ai mis du temps à comprendre que ça venait d'un tableau que j'avais acheté. Et ces tableaux renvoyaient une très mauvaise énergie parce qu'ils faisaient face à un autre tableau sur lequel il y avait des personnes de la famille. Et en fait, j'ai compris que c'était le tableau qui envoyait en termes d'énergie, qui était placé d'une façon où il envoyait en termes d'énergie, il regardait un autre tableau. Et du coup, tout ce qui est comment dirais-je, en brocante, d'abord, si je touche l'objet et que je sens que je ne suis pas à l'aise, je le repose. Mais si vraiment l'objet me plaît, je vais le dégager. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire dégager un objet? Ça veut dire avec ses 2 mains, alors évidemment là c'est pas du visuel, hein, mais c'est, passer ses mains du haut en bas de l'objet, en remontant 3 fois de suite et en lâchant, ce que vous avez l'impression d'attraper vers le sol et que ça s'enfonce dans les profondeurs du sol, et vous donnez une intention, c'est-à-dire que vous dégagez et vous déchargez cet objet alors, lui enlever son histoire, c'est pas possible, mais au moins de l'énergie négative. D'accord, Voilà. oui, parce que j'allais te Alors, dire enlever l'histoire. Non, je pense pas non plus. non, T'as une raison. histoire, ça s'enlève pas. Non. Et même que ce soit même sur une personne, hein, Mm, on n'enlève pas l'histoire d'une personne, ça n'existe pas. Hein. mm. Une histoire, c'est une histoire, ça s'efface pas, ça s'enlève pas. C'est ça. C'est à vie une histoire. C'est la mode de Là, dire oui, mais non, mais je le dis aussi, tu as raison, c'est important. voilà, c'est très important parce que ce qu'on a vécu dans cette vie ou dans une vie antérieure, parce qu'on va parler de la réincarnation, c'est en nous. On peut comprendre la douleur et du coup, ça allège les choses. Mais on n'enlève pas une mémoire. On n'enlève pas une mémoire, on n'enlève pas une histoire. C'est impossible de faire ça. Ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Mais on dégage des l'énergie. phrases. Voilà, on enlève des Oui. phrases dans un livre, oui, mais Oui. pas une histoire et pas une Oui, mémoire. c'est ça, quoi. Voilà, Oui, ça n'a c'est aucun ça. sens. Ça n'a Caro, aucun tu sens. voulais dire oui, non, Est-ce mais c'est que vrai. tu trouves qu'il y a des matériaux qui retiennent beaucoup plus les informations? Alors, en fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose en lien avec les matériaux, mais c'est plutôt en lien avec la charge de l'histoire. Mhm. Moi, je vais beaucoup sur des sites historiques anciens. Il y a des lieux, mais c'est juste épouvantable. Et il y a des lieux, on est attiré comment dirais-je, vraiment, c'est comme un aimant. C'est vraiment, pour moi, ce qui me semble important, c'est surtout ce qu'on va vivre dans un lieu, ce que l'histoire a vécu dans un lieu. Je cite un exemple. Alors là, il est pas, enfin, c'est matériel, oui et non. Je suis en enquête il y a quelques années, c'était en Écosse, et je suis sur les plaines de Stirling. Et là, il y a un tore, et en haut du tore, qui est dédié d'ailleurs à William Wallace, il y a eu une terrible bagarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les Anglais contre les Écossais, mais ça, c'est une grande histoire, hein, les Anglais et les Écossais. Et en fait, là, les Anglais et les Écossais vont s'affronter, sauf que William Wallace, lui, il connaît son terrain. Donc, en fait, il va emmener les Anglais dans un terrain plutôt marécageux. Cette victoire, ils vont la gagner contre les Anglais. Et là, en fait, en termes d'énergie, ce qui est dingue, c'est la guide qui était avec nous, on était en haut du tore, elle explique, elle dit, imaginez ce sol et cette terre à l'époque, l'eau n'était plus de la rivière, mais c'était du sang qui coulait. Alors, évidemment, des hommes qui ont été blessés, qui sont morts, mais aussi des chevaux qui ont ici été blessés. Et on entendait, c'est comme si le vent, parce que le vent est une énergie aussi, ramener le son des plaintes, des gémissements, si on se transporte dans le temps, en fait, on pouvait entendre ça. Ce qui est intéressant, c'est que jamais rien n'a été construit sur cet endroit. C'est en l'état. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que de fait, les âmes, au fur et à mesure du temps, même si on sent la rémanence, on entend la rémanence de ces gémissements, c'est un lieu qui, au bout d'un moment, trouvera son apaisement parce qu'il va rester vierge, en fait. Parce que les lieux, comme les maisons, comme les objets, gardent une mémoire. Et c'est cette mémoire que je fais souvent parler. Voilà. Ah, merci beaucoup, J'espère Pascal. avoir bien Mais c'est très très fluide tes expliqué. explications, vraiment. Oui, je te remercie beaucoup. Merci, Michael. Oui. Et en fait, c'est pour ça, je compte plus. Ça fait des années que je voyage, que je sillonne les pays, les enquêtes, les lieux. J'adore aller sur des lieux anciens. Il y en a d'ailleurs qui nous réservent de belles surprises, mais les objets sont vraiment en lien avec le vécu du lieu et les personnes qui ont été, comment dirais-je, qui ont dégagé leur énergie. Je vais vous dire une chose très simple. Quand vous allez chez quelqu'un, il y a des fois, vous êtes invité, vous allez chez des personnes, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, vous vous sentez mal. De la même manière, des fois, vous n'arrivez plus à partir tellement vous vous sentez bien. Chaque être humain dégage une énergie. En fait, chaque être humain est porteur d'ondes, de vibrations, et ces ondes, ces vibrations, c'est une énergie qui n'est pas visible mais qui est existante et qui va aussi impacter le lieu, votre lieu de vie.
Parce que ces ondes, ces vibrations et cette fréquence, elle est liée à quoi? Elle est liée tout simplement à ce que vous êtes, c'est-à-dire la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous comportez, dont vous agissez. Si vous êtes négatif ou positif, ça aura une influence. Et si des gens sont portés toujours vers de mauvaises intentions, c'est sûr que l'énergie, ou s'il y a Le énormément de lieu. souffrance, l'énergie sera effectivement très envahissante et très négative. Et les gens qui sont très sensitifs vont forcément le ressentir dans des lieux où Bien sûr, quand ils vont bien croiser sûr. des personnes, justement, comme tu le disais. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a des objets qui ont vraiment une sensation de vide finalement, qui ne contiennent pas d'informations? Ah, alors ça dépend de quel objet on parle. Ou toi, tu peux ne pas être en résonance avec l'objet peut-être et ne rien sentir alors que quelqu'un d'autre, oui? Alors ça, je ne sais pas répondre à ça, puisqu'il faudrait que je puisse avoir un comparatif et en tout cas, dans tous les objets jusqu'à maintenant que j'ai psychométrés m'ont tous parlé en fait. Voilà, ils m'ont toujours parlé des objets, ceux que j'ai psychométrés. Après, si, comment dirais-je, on parle d'un objet, je sais pas, d'une cuillère ou d'une fourchette, ça n'a aucun sens. Mais d'un objet qu'on a porté ou qui a baigné, qui a une importance. Mais regardez, un truc tout bête. Oui. Un objet pour lequel vous avez de l'affection. C'est un lien affectif, un sentiment. C'est pas forcément un objet de valeur, mais un objet parce qu'il vous relie à une personne, à une histoire, à un moment, à un cadeau aussi également. Regarde par exemple une montre de communion, par exemple. Ça, voilà. C'est quand même important. Enfin, c'est pas rien. Bien sûr. Et bien sachez que à partir du moment où il y a un lien affectif, il y a eu un lien de vie ou un lien émotionnel ou un lien d'un souvenir, forcément l'objet véhicule une énergie. Parce que vous avez transmis cette énergie à l'objet. Parce qu'il a été offert pour des raisons précises, par une personne, pour certaines conditions, pour vous remercier ou pour vous faire plaisir. Donc, vous créez un lien à l'objet. J'ai ici dans mon bureau des objets. D'abord, il n'y a pas un objet qui ne soit pas relié à une personne. Donc, en fait, mes objets ont une histoire aussi également. Et quand l'objet a appartenu à plusieurs personnes avec des caractères complètement différents au fil du temps? Oui, alors oui. tout dépend de l'histoire du fil du temps, parce que vous avez la possibilité, vous, en tant que personne, par le positif que vous allez amener, neutraliser aussi l'énergie négative. Et il se peut qu'il n'y ait pas d'énergie négative, mais que vous continuez à entretenir une énergie positive. Oui, d'accord. Et peut-être qu'une énergie positive peut nettoyer. Ah, oui, la force de l'énergie. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. Absolument. Oui. Voilà. Oui. Okay. Franchement, ce que vous pouvez faire peut complètement, comment dirais-je, rétablir. Voilà. Dans un premier temps, je vais utiliser ce mot-là, mais rétablir une certaine énergie. Oui. Après, il y a des expressions qui n'existent pas pour rien. Parfois, tu entends dire c'est un cadeau empoisonné, ce truc-là. C'est pas pour rien. Absolument. Ouais, oui. Alors, dans ces cas-là, on est dans le cas de figure typique. Ça veut dire il y a eu une mauvaise intention. Voilà. La personne véhiculait une mauvaise énergie. C'est pas pour les bonnes raisons qu'elle l'a fait. Et effectivement, le cadeau empoisonné, comme tu viens de le dire, Michael, ça fait sens. Donc voilà, on a la réponse. Hein. C'est ça. Mais un objet, comment dirais-je, offert avec amour et parce que ça a du sens, là, c'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. Après, pour les brocantes, il faut y aller à son ressenti. Et puis, il y en a qui aussi bénissent aussi des fois les objets. Mais ce qui est intéressant dans la façon de le bénir, peu importe, hein, l'obédience, la croyance, l'appartenance, on n'en est même pas là. C'est universel. Il y a aussi cette façon par la foi de l'acte, de donner une valeur aussi énergétique à l'objet. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Oui, bien sûr. Voilà, en se disant, je vais le bénir, ça va le protéger. Votre pensée, et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Mais oui, forcément. Et que vous pouvez créer par votre pensée aussi, par l'acte que vous allez accomplir, ça y est, votre objet est protégé. Et si vous ne doutez pas et que vous êtes en cohérence
avec ce que vous pensez et ce que vous dites, eh bien, vous apportez un bénéfice absolu à l'objet. Et comme tu dis, vraiment le penser, mais le ressentir, c'est pas le tout de le faire bénir juste pour dire on le fait bénir. C'est pas la. Il faut que la pensée accompagne vos mots et vos actes. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ces trois choses-là. C'est ça. La pensée, l'acte. Voilà, et c'est fondamental. Oui. Caro, tu as des questions? Parce que moi, Pascal, je suis bien connecté, là, on est bien, là, c'est super. Vraiment. Il y a des questions sur le chat. Donc, une question de Steph. Comment peut-on libérer les mémoires d'une maison construite au-dessus d'un vieux cimetière ou d'un espace où il y a eu des massacres? Est-ce possible? Oui, alors, c'est marrant parce qu'il y a une connexion avec la personne qui a posé la question, parce que en expliquant les objets, j'y pensais à ça. Il m'est arrivé une fois d'aller enquêter sur un lieu. C'était une ferme dans l'Eure. Et en fait, les gens en pleine nuit étaient éjectés de leur lit. Enfin, c'était une catastrophe, etc. Donc, je m'y étais rendue avec une petite équipe. Et là, oh là là, quand j'ai découvert le lieu, quand j'ai découvert tout ça, donc en fait, j'ai découvert que pendant la Seconde Guerre, les Allemands avaient exécuté des gens dans ce lieu. En fait, malheureusement, enfin bon, ça ne sera pas intéressant d'aller plus loin dans les descriptions, mais toujours est-il, la seule chose qui restait malheureusement à ces gens-là, c'est de partir du lieu, parce que jamais, au grand jamais, vous ne pouvez libérer un tel lieu. À partir du moment où il y a eu autant de massacres, autant de gens qui sont morts, autant de supplices, autant de violence, il y a un moment donné, je crois que même le meilleur des meilleurs, c'est difficile de faire quelque chose. Parce que pour travailler sur ce lieu, et là pour le coup, je parle d'un thème que je connais bien, la communication aussi avec les défunts, ça voudrait dire qu'il faudrait communiquer avec chaque défunt assassiné ou torturé. Mais c'est impossible de faire des choses pareilles. Et malheureusement, et ça avait des impacts terribles. Hein. À chaque fois, les propriétaires manquaient d'être tués par des poutres qui tombaient du plafond. Et attendez, il y a un indice qui est majeur. Quand vous voyez, ils avaient des animaux, hein, des bêtes. Les bêtes mouraient toutes les unes après les autres. Or, un individu, un être humain, vous pouvez intellectuellement, il peut intellectuellement ou émotionnellement se conditionner, et que par la peur, ça influe sur des actions qu'il ne contrôle plus, et donc il va se conditionner. Mais un animal ne peut pas faire ça. Ouais, c'est clair. Un animal qui spontanément meurt ou agonise ou rentre dans des transes, c'est que là, il y a quelque chose d'important. Et les animaux sont des animaux très réceptifs. Les animaux sont très réceptifs. Donc, il y a des lieux où, effectivement, il ne faut pas reconstruire. C'est comme les Twin Towers à New York. La folie serait de reconstruire à l'emplacement des Twins. Ça doit être des lieux de culte. C'est comme Vaison-la-Romaine. C'est comme la maison de Landru, admettons. Pas Vaison-la-Romaine, je me trompe, pardon. Là où il y a eu, à la Seconde Guerre, le village de... aidez-moi, à côté de Limoges. Moi, je suis les Allemands, quand les Allemands ont perdu la guerre, sur le chat, ça va peut-être réagir. Oui, c'est possible. Ils ont enfermé tout le monde dans l'église, dans des puits, ils ont jeté les gens par la fenêtre. Oradour-sur-Glane, ça me revient. Oradour-sur-Glane, voilà. Eh bien, Oradour-sur-Glane, ce village, ça a été un pur massacre. C'est-à-dire que la guerre, les Allemands ont perdu. Et en fait, ils vont rentrer dans le village d'Oradour et ils vont faire un massacre. Il n'y a que très peu de rescapés de cette folie. Et ce qui est de nos jours, donc en fait, ils vont jeter même des enfants par les fenêtres, ils vont jeter dans les puits, ils vont mettre la plupart des gens dans l'église et ils vont mettre le feu à l'église. Enfin, c'est une boucherie. Franchement, c'est une boucherie. Eh bien, dans ce village, il est en l'état, il se visite, c'est un lieu de recueillement. Et quand des lieux ont subi une telle force de violence, de torture, de douleur et de souffrance, il faut juste laisser ces lieux en paix. C'est tout. Et c'est le temps qui fait son œuvre. Et donc, absolument, parce que les gens viennent en recueillement. Ils viennent avec de la bienveillance. Il y en a qui viennent prier en recueillement. Il y en a qui viennent avec émotion. Et donc, voilà, le temps fera son œuvre. Oui. En tout cas, ça me parle bien, tout ça, vraiment. Merci beaucoup, Pascal.
Alors, attends, on va peut-être parler de la réincarnation quand même, non? Je sais pas. Oui. Parce que finalement, voilà. C'est pas le sujet. Non, mais on suit. Non, mais voilà, c'est une discussion, voilà, libre. Hein, mais c'est vrai que Oui, on bien va parler de sûr. la réincarnation. Et puis, comme il y avait des questions, et moi, je t'avoue que ça m'intéresse beaucoup aussi tous ces sujets. Donc voilà. Voilà, je te laisse peut-être introduire le sujet de la réincarnation, et puis on va en parler tranquillement tous ensemble. Oui. Alors, la réincarnation fait partie d'un des thèmes de cette belle discipline qu'est la parapsychologie. Et en fait, ça fait partie d'un des nombreux thèmes que j'étudie et j'expérimente depuis des années. Alors, en ce qui concerne la réincarnation, quand j'étais étudiante à l'époque chez Raymond Réan, nous avions fait quelques expériences et la première expérience avait été quand même pour moi assez troublante. Et en fait, à l'issue de ça, je m'étais dit: «C'est quand même drôle parce qu'en cours, ça marche vraiment bien, je réussis mes psychométries». Mais, je m'étais dit qu'en dehors des cours, est-ce que ça allait marcher de la même manière? Et donc j'avais réuni à l'époque quelques collègues d'Air France et j'avais décidé de prendre la main d'une collègue qui était volontaire pour, lire une de ses vies antérieures. Et finalement, je vais avoir une lecture incroyable, mais incroyable. Et à travers cette lecture, comme j'ai eu énormément de détails précis, on a décidé d'aller sur place pour aller vérifier si c'était vrai. Et en fait, j'ignorais qu'à ce moment-là, je menais ma première enquête. Alors, d'ailleurs, cette enquête sera l'objet d'un court métrage pour TF1 en 93 dans l'émission Mystère et un court métrage d'ailleurs qui a obtenu un prix. C'était ma toute Ah première oui, enquête. je me souviens. Très bonne émission, Mystère. Moi, en tout cas, j'aimais beaucoup Voilà. parce qu'il n'y avait pas de Oui. parti pris. Je veux dire, c'était complètement différent de maintenant. C'était pas. Mmh. Enfin, voilà. En tout cas, merci. Oui, en 93, ouais, je me souviens. C'est ça. Mm. Et donc, les premières révélations que je vais donner, parce qu'en fait, tout part de là, hein, tout part de cette enquête où très clairement et en substance, je vais un peu l'expliquer, c'est-à-dire que je me... Ah oui, ce que je dois dire, pour que les gens comprennent pour la suite de ce que je vais dire, c'est que dans mon cas, je ne savais pas quand je me concentrais comment ça allait se passer. Moi, je pensais que j'allais peut-être entendre ou avoir des images. Mais en fait, pas du tout. Mes premières concentrations, et notamment cette première expérience que je vais faire chez moi en dehors du cours, et ça m'a marqué, ça m'a marqué. C'est comme si j'étais assise, donc on est assis sur nos fauteuils, sur nos chaises, on avait les yeux fermés. Et je me suis sentie mais propulsée en arrière à une vitesse et je voyais de chaque côté, ça m'a mais marqué, comme si je voyais des murs en pierre qui défilaient, mais à l'envers, à l'envers. Et d'un seul coup, j'ai été éjectée de la chaise et je me retrouvais dans une rue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je marchais, j'étais là dans une rue, je pouvais entendre, je pouvais voir, je pouvais parler aux gens, je pouvais poser des questions. En fait, je me retrouvais dans un autre espace-temps, en état de dédoublement, mais ça, je le comprendrai plus tard, et que j'avais cette possibilité de voyager dans le temps. Alors, me demandez pas comment j'ai fait, j'en sais rien. J'ai fermé les yeux, je me suis concentrée et j'ai posé une question. Je voudrais, vivre une de ces vies antérieures. Alors, est-ce que parce que j'ai dit le mot vivre, ça a généré ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça, à chaque fois, pour tout ce que je vais étudier, je vais faire mes voyages dans le temps. Alors, je l'ai fait dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Mais ça, c'est un autre débat, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc, ce qui va être étonnant, c'est qu'à travers cette première expérience, et je vais être obligée de la citer pour comprendre ce qui a mis en place ma méthodologie de travail, c'est qu'en fait, et c'est cette première révélation qui fera l'objet d'un court métrage, je vais, d'ailleurs ce court métrage, on peut le voir sur mon site, s'il y en a qui veulent aller le voir, vous le verrez. Et en fait, je vais me retrouver dans une rue. Elle est pavée, elle est montante. J'avance, je vois des échoppes. Et d'un seul coup, je vois une boutique avec un petit muret, des vitres, des lattes de bois qui séparent ces vitres. Et puis, il y a un pourtour marron rouille. Et je vois une inscription. Mais l'inscription, j'ai du mal à la lire parce que je suis absorbée par une femme qui est à l'intérieur de cette boutique.
il y a plein de livres. Et donc, je rentre dans la boutique, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, de la boutique, je regarde la femme. Et là, elle tourne la tête, elle regarde à l'extérieur. Et là, elle voit un homme que l'on tente d'assassiner, qui va être laissé sur le sol. Elle sort, elle appelle, elle crie au secours. Et elle essaye de ramasser cet homme. Cet homme, j'entends qu'il est rédacteur en chef d'un journal. Et elle appelle des secours, il est blessé mais il n'est pas mort. Et ensuite, je dis, mais qui est cette femme? Et je la vois sur les pavés en train de brandir un drapeau, une parfaite révolutionnaire. Et j'entends Marie-François, Marie-Francis, mais je ne sais pas en dire plus. Et j'ai le prénom de la femme, j'ai tout ça, etc. etc. Et, je décris tout ce que je vois. Et je lui dis, et j'entends à la fin de ma concentration, que cette boutique existe toujours, puisque j'ai le nom de la rue. J'entends un nom, rue Bourret, clairement. Et je dis, et alors là, il faut avoir un culot monstre, j'ai dit, je vois un livre épais, rouge sur la tranche, et je vois que le prénom Marie est inscrit sur la tranche. Et je sais que dans ce livre, on va retrouver tout ce que je viens de décrire. C'est gonflé, parce qu'il s'agit d'une histoire dans un livre dans une boutique dans une rue dans Paris. Et là, le challenge est énorme. Il est énorme parce que il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Hein. Pour les donc recherches, c'est pas facile. Il fallait faire des recherches, Voilà. fallait aller ou passer des coups de fil, ou aller dans les bouquins, ou aller dans les archives, enfin bon, bref. Et du coup, motivés que nous étions, puisque du coup, ça parle quand même à la personne, cet aspect révolutionnaire, et elle est tellement sonnée, moi aussi d'ailleurs, elle me dit, elle habitait Paris, elle, et elle me dit, Pascal, je vais contrôler, mais ça me dit quelque chose rue Bourret. Donc, on attend le retour, et elle nous rappelle en disant, Pascal, je te confirme, il y a bien une rue Bourret. Je lui dis, écoutez, vous savez quoi? On se donne tous rendez-vous et on va le vivre ensemble. Et on va le faire. On arrive rue Bourret. Donc là, on passe sur le côté enquête. C'était la toute première fois. On passe sur le côté enquête. Et là, on gare la voiture. On arrive rue Bourret, tout le petit groupe. Et déjà, à ma surprise, la rue est pavée et montante. Je fais, oh là 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 là. C'est dingue. On avance dans la rue jusqu'au moment où, alors là, je suis sidérée. Je tombe devant une boutique qui a un muret, des vitres, des lattes de bois, un pourtour marron rouille. Je colle mon nez à la vitre et je vois qu'il y a plein de livres dedans. Je prends un peu de recul pour voir ce qu'il y a écrit au-dessus de la boutique. Et là, ça ne s'invente pas. Il y avait écrit au passé retrouvé. Ah oui, quand même. Ah oui, non, tu peux le dire, ça s'invente pas, non? Ça, c'est sûr. Ça ne s'invente pas. Là, et là, je vais donc ouvrir pour rentrer dans la boutique, sauf que la porte est fermée. Donc, je dis, c'est pas vrai, mince, on n'a pas fait tout ça, cette boutique est fermée. Et du coup, on remonte un peu le long de la, on remonte, et il y a une boutique qui est ouverte. Donc, j'entre, je dis, bonjour madame, est-ce que vous savez si la boutique un peu plus loin qui vend des vieux livres, un petit peu, vous savez, des livres de brocante, est-ce que vous savez si cette boutique est ouverte? Alors, elle sort sur le trottoir, elle me dit, ah, vous parlez du passé retrouvé? Elle me dit, attendez, quel jour on est? Alors, je lui donne le jour, je ne me rappelle plus d'ailleurs quel jour c'était. Et elle me dit, ah ben non, pas de chance, aujourd'hui, c'est son jour de fermeture. Et au moment où elle finit la phrase, une femme arrive et introduit une clé dans la porte. On la voit de loin. Et elle dit, ah, mais c'est elle, vite, vite, courez-lui après, c'est elle. Et donc, on la remercie, on court, on se jette sur cette personne carrément. Et je lui dis, bonjour madame, c'est vous qui tenez la boutique? Elle me dit oui. Je dis, mais vous ne deviez pas être fermée aujourd'hui? Elle me dit, si, mais j'ai décidé d'ouvrir. Et là, la magie commence. On entre dans la boutique. Il y avait des livres, un fatras de livres, mais de partout. Et on commence à chercher. Et elle dit, mais vous avez l'air de chercher quelque chose de précis. Et comment lui dire que j'ai fait un voyage au 19e, au 20e, au 19e siècle. Que tu l'as vécu, c'est pas évident de lui expliquer. Voilà, c'était compliqué. Et donc, on commence, et d'un seul coup, une personne du groupe ouvre un livre, elle me dit, oh, regarde Pascal, t'as révolutionnaire. Et donc, une femme qui brandit donc un drapeau. Et là, on referme le livre, j'ai dit, attends,
On referme le livre, il était épais, il était rouge sur la tranche et il y avait marqué Marie. Je fais, c'est mon livre. Je cherche même pas à savoir, je l'achète. Je rentre à la maison et là, je vais tomber de l'armoire. Dans le livre, je retrouve tout. On décrit la scène où on tentait d'assassiner un homme et cet homme était rédacteur en chef d'un journal, il s'agissait de Louis Blanc. Et en fait, il y a un dessin de Louis Blanc. Quand je vois le dessin, parce que c'est ça qui m'attire. Je sais que c'est lui. Je parlais d'un Marie-François, Marie-Francis. Il s'agissait de Marie-François Sadi-Carnot, le président de l'époque, et etc. Et je vais retrouver toute l'histoire. Et là, c'est invraisemblable. Et ça a été vraiment le point de départ de mon histoire. Et on est rentré chez nous, on était tous sonnés, mais tous sonnés par ce qu'on avait vécu, parce qu'après on est allé au Père-Lachaise, on a enquêté au Père-Lachaise, enfin, mais c'était incroyable, cette première révélation. Et puis, je me suis dit, il faut que je continue à expérimenter pour voir si j'ai vraiment eu un coup de bol, mais attendez, retrouver une histoire précise dans un livre, dans une boutique, dans une rue, dans Paris, vous savez, c'est l'histoire des C'est poupées pas tous les russes. jours hein, que ça se fait, c'est sûr. Ah non, mais c'est improbable, c'est même improbable. Et puis cette femme qui était fermée, elle ne devait pas ouvrir, finalement elle décide d'ouvrir. Et d'ailleurs, toute ma vie, ça sera ça. Mais on ferait des heures d'émission si je devais tout vous raconter. C'est inouï. Et donc, le temps passe et 2 ans s'écoulent. 1 an et demi, 2 ans. Et là, je fais oh, et je commence un peu à me structurer. Je parle de ma méthodologie après. Et là, je me dis, oh là là, mon Dieu, j'ai aucun enregistrement, j'ai aucune photo, à part vous qui étiez présents et qui peuvent le témoigner, mais j'ai dit, je n'ai aucune photo, j'ai rien. Et donc, je décide de retourner toute seule donc, à Paris, dans cette fameuse rue Bourret, pour juste aller prendre une photo de la boutique, parce qu'il me fallait une preuve. Et ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que quand j'arrive devant la boutique, eh ben, ça n'a pas changé, il y a le muret, il y a les vitres, il y a tout, sauf que c'est plus du tout le passé retrouvé, et il n'y a plus du tout de livre. Et là, je suis désespérée. Et donc, j'entre dans la boutique. En fait, ils vendaient, vous savez, des... comment ça s'appelle j'arrive pas à le dire en français. Vous savez, quand on... oh là là, des fois, je bloque sur des mots. Vous savez, quand on vend des machines à laver ou des cuisinières qui ont déjà été utilisées. Oui, Discount oui, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Vous savez, voilà, d'occasion. D'occasion, des magasins avec des objets d'occasion. Voilà, occasion. Et donc, c'était que ça, des objets des occasions qui revendaient, mais il n'y avait plus de livres. Et donc, une femme m'accueille, elle me dit, madame, je peux vous aider? J'ai dit oui. Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai mené une enquête historique il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y avait bien des livres dans cette boutique? Elle me dit, oh, ben, ça, je vous le confirme. Elle dit, parce qu'ils ont mis des mois à tout vider. Et donc, je lui explique que j'ai mené une enquête et que je venais pour faire une photo de l'aventure, le passé retrouvé. Et malheureusement, il n'y a plus de livre, il n'y a plus de passé retrouvé, il n'y a plus rien. Et là, elle me dit, suivez-moi. Je la suis. Elle passe derrière un comptoir en bois très ancien. Elle ouvre un tiroir. Elle me sort une photo toute jaunie. Et elle me dit, eh bien, madame, on a mis des mois à vider cette boutique. Cette photo, j'ai jamais pu m'en séparer. J'ai jamais pu la jeter, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je le sais. Parce que cette photo, elle doit vous revenir. C'était la photo du passé retrouvé avec tous les livres. D'accord. Mais c'est une histoire, c'est une histoire de fou quand même quand on y pense, quand on connaît pas. Si vous voulez la suite, vous n'allez plus vous lever là. Mais, oui. Et donc. Non mais j'allais te dire, est-ce qu'elle existait vraiment ou tu l'as vue peut-être du 19e, mais tu l'as retrouvée, oui, en plus. Ah oui, je l'ai retrouvée. Et on a fait une longue enquête. Bon là, je ne raconte que l'essentiel, mais c'est à partir de cette première révélation. Et c'est ça qui a été l'objet d'un court-métrage pour TF1. D'ailleurs, on peut le voir sur mon site, on peut aller voir. La reconstitution a été faite. Et c'est à l'issue de ça où j'ai mis en place ma méthodologie de travail. Alors, je vais vous en parler. En fait, c'est un protocole, une méthodologie que j'ai mis en place parce que, comme je l'ai dit, de l'ordre et de la méthode. Si c'est pour révéler à quelqu'un vous avez été un tel dans une vie antérieure et blablabla et ça dure 2 secondes, ça sert à rien. Ça ne m'intéresse pas. la peine. Ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, excuse-moi Pascal, savoir... de te couper, excuse-moi, parce que le truc c'est que souvent, je sais pas pourquoi, les gens ont tous été des princes, des princesses, des reines, c'est ça. Alors, ça ne m'intéresse pas, franchement, de savoir qu'on a été un roi, c'est ça, été voilà, reine, je suis d'accord avec toi. Non, franchement, je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme de la personne. Et c'est de donner un sens, parce que c'est ça le but des révélations pour moi. C'est de donner un sens à votre vie actuelle, à ce que vous vivez, afin d'en dénouer, je dirais, tous les méandres, de comprendre pourquoi vous avez des traumatismes, pourquoi vous avez des peurs, pourquoi vous avez des blocages, pourquoi vous avez des comment dirais-je, des aspirations, etc., etc. C'est important de comprendre. Et en fait, peu importe qui on a été, je m'en fiche. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener cette part de compréhension. Alors, j'ai créé donc ce protocole que j'ai mis en place, c'est-à-dire, j'ai créé ça en 5 étapes. Dans mon protocole, il y a 5 étapes, il y a 5 phases. La première, c'est celle où je vais, par le principe de la psychométrie, vous avez compris maintenant, c'est-à-dire tenir la main de la personne, je vais délivrer des informations. Délivrer des informations. Ça veut dire que là, moi, je vais partir faire un voyage, je vais rencontrer des gens, je vais les entendre, je vais voir des lieux, je vais décrire des lieux, je vais voir des objets et je vais exprimer tout ce que je vois et je ramène tout ce que je vois en fait. Et donc, dans cette première étape, alors qui est enregistré, puisque j'enregistre tout, je vais, la personne, donc l'élève, lui, va noter un maximum de choses, parce que même si j'ai les yeux fermés et qu'on ne voit pas mon visage parce qu'il est caché par un châle, je suis dans un châle et j'ai besoin, c'est un peu comme si je rentrais dans ma bulle en fait, la personne va noter un maximum de choses. Elle ne peut pas tout noter. Pourquoi? Parce que mon débit est rapide. Je parle comme je suis en train de vous parler maintenant. Et surtout, on ne me pose pas de questions. S'il y a des élèves qui m'entendent, ils savent exactement de quoi je parle. Ça veut dire, vous me laissez parler pendant un très long moment. Parce que là, moi, je fais mon voyage. Et comme je fais mon voyage, eh ben, il me faut laisser le temps de revenir après. Donc, ça dure 1h30, 2 heures déjà, où je pars faire mon voyage pour essayer d'avoir le maximum d'infos. Donc, ça, c'est la première étape. C'est enregistré. J'ai aucun problème avec ça. Tout peut être, comment dirais-je, contrôlé. Alors, aucun problème. Et ensuite, il y a la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, puisque quand on travaille avec moi, le but, c'est de s'investir aussi dans ce travail. C'est que c'est du sens. C'est que ça porte, ça amène la personne à faire quelque chose. Après, il peut y avoir du déni, du blocage, pas l'envie de s'investir. Mais après, moi, ça ne m'appartient pas. Mais la plupart du temps, les élèves s'investissent quand même dans le travail. C'est pas pour rien quand même, quoi. Voilà. Non, et puis en plus, tu le dis, toi, Pascal, t'es pas du tout dans le truc New Age et compagnie. Donc voilà, c'est important. C'est important de le dire. Non, mais c'est ça, quoi. Voilà, ça c'est important. Donc moi, je suis c'est carré. Ça dure pas une semaine et puis salut, allez, débrouille-toi, quoi. Donc voilà. Non. Alors évidemment, comme je ne m'ouvre pas au public, parce que, alors je vais expliquer, parce que souvent on me pose la question. Oui. Alors déjà, la première raison, c'est que je suis dans l'incapacité de faire plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine ce que je fais. Ça veut dire que quand je reviens d'un voyage comme ça, où je suis épuisée, je ne peux pas faire ça tous les jours et plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine. C'est impossible. Parce qu'il me faut des temps de récupération. Imaginez un sportif de haut niveau qui vient de faire le marathon. C'est vrai que ça paraît particulier ce que je vous dis, mais les élèves qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Et en fait, s'il y en a qui m'écoutent, notamment Bernadette, ils savent très bien de quoi je parle. Bernadette, elle écrit sur le chat. Hein. Elle est très contente. Elle dit on se lasse pas d'écouter Pascal, mais si on est son élève, on apprend toujours plein de choses. Donc c'est super sympa. Et il y a Jean-Marie et Véronique de Souffle d'âme qui demandent justement, Pascal, si tu peux nous expliquer, c'est ce que tu es en train de faire, comment tu travailles avec tes élèves. Donc voilà. Alors justement, du coup j'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Oui, donc tu étais en train de dire la deuxième étape. Voilà, la deuxième étape. En fait, oui, parce que j'expliquais que c'était important que les élèves s'investissent. Et donc, cette deuxième étape, elle va consister, alors ça, c'est un travail que seul l'élève peut faire,
Oui, ah oui, j'étais en train de dire que je ne m'ouvrais pas parce que je ne peux pas faire ça tous les jours. C'est extrêmement épuisant. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de dire aux gens, vous avez été un tel, bon, ça dure 2 secondes 30 et les laisser dans la nature. Non, moi, j'aime suivre mes élèves. J'aime m'investir avec eux et donner du sens. Et d'ailleurs, je vais avoir pas mal de choses assez invraisemblables à vous dire tout à l'heure, mais vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin de les suivre et eux ont besoin de continuer avec moi aussi. Donc en fait, il y a une réciprocité et donc c'est pour ça que je m'ouvre pas au public et puis parallèlement à ça, j'ai beaucoup de travail et je fais plein de choses donc c'est pas compatible. Voilà, ma façon de fonctionner n'est pas compatible avec le fait d'ouvrir un cabinet, de recevoir des gens, c'est impossible, c'est totalement impossible. Donc cette deuxième étape va être celle d'effectuer le tableau des résonances psychologiques, c'est-à-dire ce tableau que je fais faire, d'ailleurs, le docteur Jean-Pierre Schnetzer, qui a préfacé un de mes livres, m'avait bien demandé d'insister là-dessus. Mais je le faisais déjà, c'est-à-dire tout ce que j'ai révélé dans cette vie antérieure, c'est-à-dire on va mettre en exergue quoi? Tout ce qui est d'ordre affectif, émotionnel, traumatisante, personnel, psychologique, relationnel, familial, amical, amoureuse, événementiel, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et en face de ce tableau, tout ce qui a l'air de correspondre dans cette vie. Et ça, seul l'élève peut le faire, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la suivante, c'est-à-dire, à partir du moment où, comment dirais-je, la révélation, j'aurais eu des noms, des prénoms, des dates, des noms de rues, de villes, de pays, de faubourgs, des faits ou des événements historiques précis, des dates, une période, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va commencer une enquête. Alors, l'enquête, je vais utiliser bien tous les supports mis à ma disposition. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des fois, je suis aidée, c'est vrai que j'aimerais, et c'est vrai que je commence un petit peu à faire confiance. Il y a une petite équipe, voilà. Bon, l'élève, bien sûr, doit s'investir aussi dans la recherche, hein, parce que je ne peux pas faire tout toute seule, c'est impossible. J'y passerai mes nuits. Mais je vais contacter les archives concernées, c'est-à-dire ça peut être des archives départementales, des archives diocésaines, des archives universitaires, les bibliothèques, les historiens, les cercles historiques. Vous voyez déjà les offices du tourisme qui souvent, eux, me donnent des bonnes pistes pour pouvoir, comment dirais-je, me mettre en lien avec la bonne personne. Donc là, j'ai un panel parce que honnêtement, Internet, Wikipédia, c'est pas toujours fiable. Hein. Maintenant qu'il y a Internet, moi, je me fie pas à ça. Je préfère aller contacter des historiens. Alors évidemment, j'ai des amis historiens aussi dans mon entourage, donc je sais que pour certains sujets, je peux les appeler. Alors là, ils vous donnent la réponse en 2 secondes 30, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai des amis qui m'aident et qui ont une culture qui fait qu'ils peuvent aussi m'orienter ou me guider. Donc, c'est un travail commun, quoi. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Donc, parfois, l'enquête est longue et laborieuse parce qu'il y a des enquêtes qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Et là où ça devient plus compliqué, c'est quand c'est à l'étranger et que ce sont des langues que je ne maîtrise pas. Donc là, il faut un traducteur. Il faut traduire et pour être aidé, pour écrire des fois dans des comment dirais-je, dans des administrations. Donc, dans ces cas-là, je me fais aider. Voilà. La quatrième étape de mon protocole, c'est de se rendre sur les lieux. Alors, se rendre sur les lieux n'est pas une obligation, puisque moi, je n'impose jamais rien, mais je propose. Mais ce qui est intéressant en allant sur les lieux, alors, beaucoup d'élèves, on est allé sur des lieux où la personne a vécu à telle époque, dans cet endroit. Donc, en fait, le but de se rendre sur les lieux, pour moi, il avait 2 axes importants. Le premier était de se dire, en allant sur les lieux où la personne a vécu dans cette vie-là antérieure précisément, eh bien, en étant en contact sur les lieux, c'est, comment dirais-je, une rencontre d'énergie en fait et de lieux. Ça va peut-être provoquer chez la personne
une Et émotion. c'est ce que je pensais, ça va lui Euh, parler, quoi, c'est sûr. Voilà, ça va lui parler, ça va lui provoquer une émotion, une rémanence, quelque chose qui va effectivement la frapper. Et en ce sens, c'est vrai. Parce que souvent, je l'ai vu sur le visage des élèves, l'émotion et des souvenirs qui revenaient. C'est arrivé. Et la deuxième option était que moi, en contact sur le lieu sur lequel j'étais lors de mon voyage, 1 an, 2 ans avant, je vais pouvoir obtenir des informations complémentaires. Donc, j'y allais pour ces 2 possibilités-là. Mais ce que je n'avais pas imaginé, ni soupçonné une seule seconde, c'est qu'en allant sur les lieux, j'allais rencontrer des gens qui non seulement allaient me donner des informations complémentaires sur l'enquête que j'étais en train de mener, et parfois même se révéler être le lien karmique de la personne pour qui j'enquêtais. Donc ce lieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est ce que de ce que je suis en train de vous j'allais dire. te le dire, ce lieu, et finalement, il est ouvert, ok, mais c'est pas que pour ton élève, en fin de compte, c'est pas pour rien qu'il y a telle et telle personne dans ce lieu ou pas loin, quoi. Ça veut dire que même si moi je reconnecte à des informations supplémentaires, Oui. Et que la personne éprouve des résonances, c'est les gens qu'on va rencontrer. Oui. Et qui, ces gens-là, vont se trouver être liés à mon enquête. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple pour que ce soit concret ? Vas-y, oui, vas-y. Je vais vous donner un exemple. J'enquêtais, alors là, c'est en France, mais j'aurais pu prendre des exemples dans d'autres pays. Et j'en finirai pas, en fait. J'enquête, c'est en Bretagne, et j'enquête à l'époque sur la réincarnation d'une femme qui est avec moi lors de l'enquête, qui a été la réincarnation de Judith Gauthier, la fille de Théophile Gautier. Et donc, je prends rendez-vous avec le conservateur du musée de la ville. Je prends tous mes rendez-vous parce que moi, tout est verrouillé quand je vais sur le lieu. Je dis pas quand on arrive sur un lieu, maintenant, on fait quoi ? Non, non. Quand je pars en enquête, c'est carré, on sait ce qu'on fait, qui on va rencontrer, qui on voit. J'ai rendez-vous avec le conservateur du musée et le musée, à l'époque, était fermé pour cause de rénovation. Et donc, j'arrive à l'heure du rendez-vous et là, il n'est pas là. Un membre du personnel me dit, écoutez, patientez, il ne va pas tarder. Mais il ne va pas tarder, 1/4 d'heure, 1/2 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. Là, ça a commencé à me faire beaucoup. Du coup, un peu gênée, elle me dit, écoutez, je vous offre la possibilité d'entrer dans le musée, profitez-en comme vous voulez, il va bien arriver. Donc, j'ai le musée pour moi toute seule, c'est très bien, je vois des choses, pas de problème. Il arrive avec 2 heures de retard. C'est vrai que j'en pouvais plus là. Mais tout a un sens dans la vie. Il me dit, bonjour Madame Lafargue, excusez-moi, montez dans mon bureau, il me reçoit, parfait. Et je lui explique que j'aimerais avoir des informations sur cette femme, Judith Gauthier. Et là, il me dit, écoutez, je suis vraiment désolée de mon retard, je monte un immense événement sur la ville, mais ce que je vous propose, et une personne qui sera plus habilitée que moi à vous renseigner, il me donne son nom, son prénom, et il me dit, elle a une maison ici de campagne, mais elle habite Paris. Donc, je vais vous donner ses 2 numéros de téléphone, joignez-la de ma part, elle s'appelle Madame Intel. Je lui dis, ok, pas de problème. Et 2 heures juste pour 2 numéros de téléphone, je me suis dit, c'est dingue. Oui, quand même. Mais vous allez voir la suite. Oui. On sort de tout ça, et moi, direct, qu'est-ce que je fais ? J'appelle d'abord la ville où on est. Ça ne répond pas. J'appelle Paris. Et là, je tombe sur un jeune homme et je demande à ce jeune homme, je lui dis, écoutez, bonjour, pourrais-je avoir Madame Intel ? Il me dit, ah, mais ma mère n'est pas là, elle est partie. Je fais, elle est partie, mais elle rentre quand ? Ah, mais elle rentre pas du tout. Je fais, comment ça, elle rentre pas du tout ? Elle me dit, elle a pris la route pour la Bretagne, la ville où j'étais. Je lui dis, attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle est partie à Paris et qu'elle vient dans la ville où je suis actuellement ? Il m'a dit oui, il me dit oui, ce qui est improbable quand même. Et il me dit, écoutez, c'est simple, appelez-la vers 17h, elle sera arrivée et demandez-lui. On attend donc 17h30, j'attends même 18h, et je l'appelle. Je l'appelle, le contact passe, et je lui dis, écoutez, j'ai eu votre numéro par un tel, c'est votre fils que j'ai eu sur Paris qui m'a dit que, et là, elle me dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir demain ? Là, j'ai tous mes bagages dans l'entrée, je viens d'arriver, je lui dis, écoutez, on repart demain, c'était vraiment ma dernière journée sur le lieu, je peux vraiment, je suis désolée, mais bon. Et là, elle me dit,
Je lui ai dit, écoutez, madame, vraiment, j'étais venue enquêter. Et puis le feeling passe. Et là, elle me dit, écoutez, venez dans une demi-heure, je vous attends. Elle nous reçoit. Effectivement, il y avait les valises dans l'entrée. Elle nous reçoit et on s'installe et on commence à discuter. Et à un moment donné dans la conversation, et je lui demande l'autorisation de l'enregistrer, parce que j'aime pas prendre les gens en défaut. Donc, j'affiche toujours. Je dis, écoutez, vous me permettez de vous enregistrer? Elle me dit oui. Donc, je l'équipe, j'enregistre. Et à un moment donné, la conversation prend une autre direction. Et je lui dis, mais vous croyez en la vie après la mort? Elle me dit oui. Je dis, vous croyez en la réincarnation? Elle me dit oui. Et là, je fais, c'est pas Dieu possible, c'est dingue. Et elle me regarde, elle me dit, écoutez, madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous regarde depuis tout à l'heure, nous discutons, et je vois à vos yeux que vous êtes médium. Et là, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Et elle me dit, écoutez, je pense qu'il vaut mieux que vous alliez droit au but avec moi et que vous me dites exactement ce qu'il en est. Je réfléchis un instant et je lui dis, bon, bah écoutez, ben voilà, la personne qui est à ma droite est la réincarnation de Judith Gauthier et je viens enquêter pour en savoir plus sur elle afin que nous, en termes de psychologie, nous comprenions mieux ce personnage et les liens qu'elle a avec cette personne. Elle se lève, elle va mettre un chandail, elle revient s'asseoir et elle me dit, maintenant c'est moi qui vais parler. Il y a 3 mois, j'étais à une soirée à Paris, me dit-elle, et dans cette soirée, un médium, quelqu'un qui se disait médium, vient me rencontrer et me dit, Madame, je voulais juste vous dire une chose, que vous êtes la réincarnation de la sœur de Judith Gauthier. Je crois que c'est Estelle Gauthier. Et vous allez voir que très prochainement, une médium, une femme va vous en faire la révélation. Et là, je ne sais plus quoi dire. C'est l'arroseur arrosé. Qu'est-ce que tu veux dire en même temps? C'est fou quand même. Qu'elle se déclare être la réincarnation de la sœur de la personne que je suis en train de lui présenter et pour qui j'enquête. Franchement, c'est ce que j'allais te dire, parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça en plus, alors que c'est elle qui te le dit, il n'y a rien, bah c'est ça quoi. Il n'y a rien. Eh bien, cet exemple-là, je peux en parler pendant des heures de tout ce qui m'est arrivé dans différents pays en Europe. C'est inouï. Mais excuse-moi, dans tes livres, tu en parles beaucoup de toutes tes expériences aussi Oui, j'en parle en conférence, en émission, dans mes livres, j'en parle le plus possible. Eh bien, la 4e étape, là j'ai donné un exemple pour que ce soit concret, voici ce qu'amène la 4e étape. Et ça, il n'y a même pas de mots, parce que c'est immense, parce que c'est magique. En fait, moi je vis cette magie depuis des années. D'abord, c'est une drogue, clairement, je ne peux pas m'en passer, parce que c'est, allez, on va dire, très souvent comme ça. Et la 5e étape, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que peu importe le pays, peu importe le lieu, vous savez, je vais vous donner cet exemple-là. Mon dernier livre s'appelle « Sur les pas de Mathilde de Toscane ». Pour la première fois, j'ai mené une enquête pour moi, car j'ai eu pendant une séance la révélation d'une femme. Et c'est tellement trop fort que j'arrive même pas du tout à aller plus loin dans cette enquête. En fait, je crois que j'ai peur et je suis pas prête, clairement. Cette enquête va dormir 2 ans dans un tiroir, j'y arrive pas. Oui, tu le ressens comme ça, c'est une peur que tu ressens comme ça. D'accord, oui. Fallait le temps. Je fais un blocage et 2 ans plus tard, je suis en Belgique, à Bruxelles, et il va se passer un événement, je raconte pas parce que c'est trop long. Et d'un seul coup, ça me reconnecte à la révélation faite 2 ans plus tôt. Et là, je suis prête, c'est le moment. Je décide d'enquêter. Cette enquête sur cette femme que j'ai été, Mathilde de Toscane, m'a demandé 9 ans d'enquête. 9 ans. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que, et là, si le groupe qui est avec moi le sait bien, c'était en 2015, je suis en Italie. Tous les lieux où je vais aller, les gens guides que je vais rencontrer sur place vont me reconnaître comme étant la réincarnation de Mathilde de Toscane. Et vont me dire en italien, elle est revenue à la vita, à la vie. Oui. Et là,
à un moment donné, c'est tellement énorme que je mets en doute que le groupe qui m'accompagne m'a fait une blague. Elle l'a dit. Et je leur dis, mais vous m'avez fait une blague, c'est pas possible. Ils m'ont dit, non, Pascal, alors ils rigolaient, mais c'était nerveux. Ils me disent, non, Pascal, je vous promets. Ça veut dire que, et le pompon de l'histoire, c'est que quand je suis à San Benedetto Po, qui est un monastère très important pour Matilda di Canossa, puisque son arrière-grand-père Archibald, comme son père Boniface, d'abord c'est son grand-père Archibald qui va être à l'origine de la construction de cet monastère. Son père Boniface va reprendre, l'agrandir, et Mathilde agrandira encore ce monastère. Et quand on arrive ce jour-là, donc il faut prendre les billets soi-disant. Alors ce que j'ignore, et on va le découvrir la veille du départ, qu'on fête les 900 ans de la mort de Mathilde de Toscane. Et donc, on doit se rendre dans un petit office du tourisme face au monastère, sauf et donc pendant une semaine, tout est ouvert dans le monastère, sauf que le jour, et des endroits qu'on n'ouvre jamais, sauf que le jour où nous y sommes, elle m'annonce, la fille du cabinet d'initiative, que c'est fermé. Je lui dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle dit revenez demain, mais je dis demain on peut pas, on va enquêter ailleurs. Et comme dans le groupe il y avait une personne qui parlait parfaitement l'italien, elle lui dit en italien, mais madame est une grande historienne. Alors je dis calmez-vous, c'est pas vrai, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et ouvrez-lui, je vous en prie. Et là, je me vois, je la regarde droit dans les yeux et presque j'implore sa compréhension que vraiment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle décroche son téléphone, elle parle en italien et elle raccroche. Et elle dit, je n'ai qu'un mot à vous dire, soyez à 14 heures devant le monastère. Je comprends rien, je n'arrive pas. Alors, on part déjeuner, je n'arrive pas à déjeuner. À 14 heures, on est devant le monastère. Un religieux nous accueille et nous dit, j'arrive à comprendre l'italien, je le parle, je baragouine plus que je parle, et il dit, ce n'est pas moi qui vais vous faire la visite, c'est une femme qui vient spécialement pour vous. Écoutez bien ce que je vous dis, le monastère est fermé au public. Ils ont appelé quelqu'un qui a fait 60 kilomètres, qui ne travaillait pas, qui a pris sa voiture pour un groupe qu'elle ne connaît pas un jour où elle ne travaille pas, pour un lieu qui est fermé au public ce jour-là. La femme arrive, elle me salue. Ils vont lui remettre un énorme trousseau de clés, genre à la Harry Potter. Elle va ouvrir la porte de ce grand monastère et elle va le refermer derrière nous. Et là, je me dis, mais je rêve, c'est pas possible. La femme va faire son possible pour me parler moitié italien, moitié français. La visite va durer 1h30. Et lorsque je suis devant le cénotaphe de Matilda di Canossa, alors qu'elle est en présence du groupe, elle va commencer à gigoter, à tourner ses dossiers entre les mains, et elle va dire « mais enfin, vous ne la reconnaissez pas, c'est elle a le même nez, le même physique, le même port, c'est elle, c'est Mathilde, elle est revenue à la vita. » Et là, je ne vous raconte même pas la suite, parce que c'est énorme. Et en fait, cette femme va m'expliquer qu'il y a toute une partie, elle va nous faire aller dans les méandres du monastère, et notamment un endroit que Mathilde a réalisé elle-même. Et alors là, j'ai tangué comme dans un bateau ivre. Ça m'est arrivé que 2 fois, mais j'ai tangué, je partais dans tous les sens, et je regrette de ne pas avoir pris plus de photos, plus de temps. C'est pas très grave, mais je le regrette vraiment. Mais ça va peut-être se réparer très bientôt, parce que ça, je le dirai en fin d'émission. Il y a un projet qui va démarrer à l'automne, et je vais peut-être pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire en 2015. Et donc, on va passer par les méandres du bâtiment. Elle m'explique que quand elle était petite, dans une partie du monastère, elle est venue à l'école, etc. Et là, je comprends l'amour qu'elle a pour cette femme, Mathilda. Et à la fin, elle va me demander de tendre les mains, et elle va mettre dans mes mains une grenade, le fruit, la grenade. Or, la grenade était un des symboles de Mathilda. C'est aussi un symbole chrétien. Et là, il va se passer des choses totalement inouïes. On va se saluer, on va se dire au revoir. Le lendemain, un autre lieu, au château di Canossa. Alors déjà, la personne auprès de qui j'achète les billets du groupe, elle est très émue, presque elle tremble. Je dis, mais
je dois ressembler peut-être à quelqu'un qu'elle reconnaît, et c'est pour ça qu'elle est émue. Mais bon, voilà, pas plus. On monte le chemin qui tourne pour aller sur les ruines du château, mais une partie avait été, comment dirais-je, construite parce que ça abritait un petit musée. Et là, le guide qui nous accueille demande les billets. Donc je lève la main, je dis c'est moi. Quand il me voit, il me dit non madame, c'est pas la peine. Bon, ok, c'est pas la peine, donc je ne montre pas les billets. Et il me regarde, il me regarde, il me regarde. Et il me dit qu'est-ce que vous venez faire là? Je lui dis écoutez, on vient enquêter sur l'histoire du château de Mathilde Canossa. Et il me regarde, il me fait mais vous êtes Mathilde Canossa. C'est vous. Vous êtes Mathilde Canossa. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous lui ressemblez. Il me dit la même chose que la femme la veille au monastère. Et on va visiter les ruines du château. Donc, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, écoutez, je vais aller me concentrer sur les ruines. Et on visite les ruines. Et là, je suis avec un de mes élèves, Jacques, et je lui explique ce que je ressens dans un lieu. Il y a un couple de touristes qui rentrent, qui me pointent du doigt et qui me disent c'est elle, c'est la réincarnation de Mathilde Canossa. Et là, je me suis dit c'est un truc de fou là, c'est un truc de fou, c'est oui, une blague. Parce que non mais c'est vrai, c'est fou ça. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que même si 900 ans s'étaient passés, ce que je dégageais interpellait l'inconscient des gens qui connaissaient Mathilde Canossa. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement, Pascal. Comment ils ont, qu'est-ce qui s'est passé pour que tous se disent ça ou te disent ça, quoi. C'est ça qui est intriguant, justement. En fait, ce que je dégage, que je suis. Oui, alors, d'accord. Pour eux, il y avait une ressemblance physique. Oui, aussi, oui. Alors, alors ça, je le laisse à leur appréciation. Mais on m'a ouvert les portes partout. Et, attendez, il faut que je vous raconte ça. Non, mais c'est énorme ce que je vais vous dire. Suite à ça, on va à Mantoue. Et Mantoue est un lieu très important. Pourquoi? Parce que c'est un des fiefs de Matilda di Canossa. Et je voulais visiter la Rotonda San Lorenzo. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite par Mathilde Canossa. On arrive à la Rotonda, donc c'est circulaire. Hein. Il y a un couloir circulaire avec des piliers. Et au milieu, il y avait des chaises. C'est pas très grand, hein. Et donc, moi, je rentre gentiment, la porte était ouverte, et je vais m'installer à l'intérieur du cercle des piliers, et je me mets au premier rang. Et là, ça y est, ça bourdonne, ça commence à bourdonner dans mes oreilles, dans ma tête, et j'entends, c'est au centre que tout se passe, c'est au centre que tout se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je ne suis pas au centre de la rotonde, mais je lève la tête et je regarde au plafond. Je dis peut-être qu'il y a un symbole au centre du plafond. Et là, je vois qu'il n'y a rien, en fait. Je lui dis, mais... Alors, puis à un moment donné, je fais, mais t'es idiote, il faut peut-être te lever et aller au centre du cercle. Donc, je me lève, je vais au centre de la rotonde, je m'assois sur une chaise et sous mes pieds, je vois une croix dessinée au sol. Et un papier sur lequel il était marqué Casa, la maison. Et je fais, OK. Donc, je suis assis, j'ai dit, je prends l'ascenseur et je descends. C'est-à-dire, quand je me dis ça, je vais en dédoublement dans les profondeurs de la terre. Et là, je vois une scène, je vois des chevaliers, je vois des religieux, je vois le sang du Christ, je vois tout ça, etc. C'est trop long à raconter, mais je le raconte dans mon livre. Tout ce que je dis là, je le raconte dans un livre. Et là, j'ai des informations, donc je fais le débrief auprès du groupe dans la rotonde. Et je fais, mais c'est dingue ce que je viens de vivre, etc. Et au moment de sortir, donc comme la porte était ouverte, quand je suis entrée, je n'avais pas vu que derrière la porte, il y avait un présentoir. Mais par contre, en sortant, après mon expérience, je le vois, le présentoir. Mais ce qui m'interpelle, c'est un flyer qui dépasse où je crois voir le 500 du Christ. Je ne suis pas sûre, mais le mot Christ. Donc, je fais un pas en arrière, j'attrape le flyer et il est dit qu'il y a une fiole du 500 du Christ qui est à la basilique San Andrea à côté. Je fais, c'est dingue par rapport à ce que je viens de voir. Et donc, je demande au groupe, je dis, écoutez, on est OK, on va tous à la basilique. Ils me disent, oui, Pascal, on y va. On entre dans la basilique, qui était vraiment, il y avait plein de monde. Et sur la droite de la basilique, en entrant, il y avait un renfoncement entre deux piliers, deux colonnes. Et là, il y avait une dame d'un certain âge qui vendait des livres, des objets religieux, des chapelets, etc., etc. Donc, j'entre, bonjour madame, etc. Je lui dis, écoutez, je lui montre le flyer. Je lui dis, est-ce qu'on pourrait voir le sang du Christ dans la crypte? Et là, elle me dit,
Ah non, pas du tout. La crypte est inaccessible. Écoutez bien, hein, la crypte est inaccessible au public. On ne peut pas entrer. Car il y a eu des travaux, il y a elle dit c'est inaccessible, il y a des travaux, c'est dangereux, il y a des choses qui risquent de tomber, bref, elle est pas visitable. Elle dit par contre, il y a une visite qui démarre, si vous voulez, allez la rejoindre. On la remercie, on sort, on commence à accrocher un groupe. Et moi, non, je suis désolée, mais moi, je ne suis pas une touriste, je ne suis pas venue là pour faire du tourisme. Je retourne voir la dame et je lui dis, écoutez, madame, elle me voit, elle me dit, vous ne faites pas la visite? Je fais, non, non. J'ai dit, est-ce que vous avez un livre ou qui parle de ça? Et là, elle me regarde. Elle enfile un chandail, elle attrape un trousseau de clés. Alors que c'était en pleine journée, il y avait plein de monde. Elle ferme la grille du lieu, elle ferme la clé et elle me dit, maintenant, suivez-moi. Je ne cherche même pas à comprendre, je la suis avec le groupe. Elle nous emmène dans un coin caché de la basilique, une porte qui était dans le mur. Elle déverrouille la porte, elle dit descendez vite. On descend, on ne demande même pas son compte. Hein. On descend, on prend l'escalier, elle referme derrière. Et en moins de temps qu'il me le faut, elle me colle devant la crypte où il y avait la fiole du Christ. Et là, je suis sidérée. Je ne sais même plus quoi dire. Non, et mais je commence à lui parler de Mathilde. Je commence à lui parler de Mathilde de Toscane. Ah oui, tu en as je vais parlé. Juste terminer ça. Et je commence à lui parler. Et elle ne me répond pas, Je dis, mais pourquoi elle ne veut pas me répondre sur Mathilde? Et donc, on est là, on est devant le truc, mais c'est inouï. On vit un moment de dingue. Et elle me dit, maintenant, le temps est revenu, il faut remonter. Donc, on reprend l'escalier en colimaçon dans l'autre sens. Donc, il y avait des gens qui étaient là. Donc, on sort, elle referme la clé et elle reprend le chemin de son échoppe. Et là, elle se dit, elle se retourne, elle me regarde, elle revient en arrière, elle m'attrape par le bras, elle m'emmène de l'autre côté de la basilique et elle me colle devant un tableau. Et elle me dit, regardez ce tableau. Vous voyez l'enfant qui a 5-6 ans là, qui est à côté de sa mère. C'est Mathilde de Toscane avec sa mère Béatrice. Et c'est là, quand ils ont creusé et qu'ils ont trouvé la fiole du Christ. Ça représentait la scène quand ils trouvent la fiole du Christ. Oh Et là, je suis sidérée. Je vais m'asseoir et en fait, vous savez, dans ma tête, moi, comme je dis, j'ai l'intelligence artificielle devant mes yeux. Ça va très vite devant mes yeux, les images, les machins, les trucs. Et là, je comprends que le matin, quand j'ai fait ma concentration à la Rotonda, quand je suis descendue en état de dédoublement, en fait, j'ai vu la scène qui était représentée sur un tableau dans la basilique. Et qu'en fait, Mathilde était présente et qu'elle a eu le sang du Christ. Elle a, comment dirais-je, détenu cette fiole du Christ qui était dans la basilique Sant'Andrea. Donc, le fait qu'on m'ait amené, alors que c'était interdit, mais tout prenait son sens, en fait. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette femme ne m'a pas parlé, mais elle m'a montré la scène sur le tableau que j'avais vu dans la Rotonda. Si elle ne me montre pas ce tableau, je le vois jamais. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Et j'aurais jamais su. Tu n'aurais pas su. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que ça dépasse l'entendement. Et en fait, il y a un de mes élèves qui est professeur de physique-chimie qui me dit toujours, en fait, vous avez le don de provoquer les choses. Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit intérieurement, mais c'est pas faux. Non, parce que quand tu nous racontes ton histoire, non, mais c'est vrai, parce que regarde, enfin, je veux dire, tu demandes au début c'est non, puis finalement après, bon allez, on y va, vas-y. Enfin, ouais, c'est quand même fou. Je veux dire, au moins c'est bien. Je pense qu'il a raison, quoi. Oui. Donc en fait, je pense que ce qu'on dégage, ce qu'on est, et si on est dans l'acte juste, eh bien sur les lieux, en fait, quand nous discutons, nous avons un discours de conscient à conscient, mais n'oubliez jamais qu'il y a un discours d'inconscient à inconscient. Et l'inconscient, quand il est frappé par une vérité, il va à un moment donné redescendre au niveau du conscient. C'est pas pour autant que les personnes qui m'ont parlé comme ça ont la connaissance, mais c'est plus fort qu'eux. Donc j'ai constaté que les gens exprimaient des choses et que ça provoque des choses. Et des exemples comme ça, mais si vous saviez, peu importe les pays où je suis allée, c'est souvent comme ça.
Et là, tu je ne peux pas vous dire plus. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Et là, en plus, tu l'expliques donc en détail pour les auditeurs qui ont envie de te lire. Oui, en fait, à un moment donné, la théorie doit aussi se justifier par l'argumentation et l'expérience. Oui, voilà. Sinon, c'est du blabla, on va être clair. C'est important. Je raconte une belle histoire. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que ma théorie, mon travail et mon protocole, c'est pour ça que je vous donne des exemples pour vous montrer la force de frappe de tout ça. Et la 5e étape, et j'en terminerai avec ça pour ce protocole et non la moindre, c'est en fait de faire la synthèse de tout ce travail en donnant un sens fondamental à l'itinéraire de l'âme, mais aussi en permettant d'en comprendre les méandres, l'axe, les missions, les enseignements. Prendre conscience aussi des répétitions de schémas, parce que ça, c'est un des termes techniques, c'est ce qui arrive en premier, les répétitions de schémas, d'une vie à l'autre. Donc le but, c'est de comprendre pourquoi on les répète. C'est se poser aussi les bonnes questions. Quelles leçons doit-on en tirer? Quelle analyse doit-on en faire? Comment peut-on concrètement agir? Comment peut-on changer les choses? En fait, tout ça, ça conduit vers, et positivement d'ailleurs, vers un chemin personnel qui permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre, de donner un sens aussi à ses choix, à ses émotions, à ses épreuves, à sa vie, entre autres. Faire le constat également que parfois, et d'ailleurs des fois un constat surprenant, que finalement l'âme est encore la même de nos jours. Elle a suivi certes un itinéraire de vie en vie à la recherche d'un absolu, d'une évolution, d'une remise en question, en perpétuant parfois les mêmes choix et les mêmes erreurs, mais parfois également en revivant les mêmes épreuves et en réalisant les mêmes projets, tout en essayant de continuer et d'effectuer la mission qui est la sienne. C'est ainsi que je vais mettre dans ces travaux les répétitions de schémas afin de déceler la problématique, consciente parfois, mais pas pour autant cette problématique est réglée. C'est une des clés de notre parcours karmique, mais ce n'est pas la seule. Donc en fait, voilà le but de cette 5e étape. Alors, il arrive parfois que les élèves s'arrêtent à la 3e étape parce qu'ils ont eu des réponses et que ces réponses les nourrissent, leur permettent de comprendre, et il y en a qui vont jusqu'au bout. Ça, c'est libre à chacun. Donc voilà, je viens de vous exposer mon protocole. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pascal, pour toutes tes explications. Et ça tombe bien, je pense, Caro... J'espère que c'est clair, oui, en tout cas. Oui, c'est très clair. Enfin, en fait, pour moi, si tu veux, c'est très, très clair. Mais c'est invraisemblable. Je veux dire, il y a tellement de synchronicité. C'est fou quand même quand on y pense, quoi. Enfin, voilà. Moi, je peux pas le lire, tu sais bien, le livre. Donc, il est pas en audio. Mais justement, comme je connaissais pas vraiment l'histoire, je la découvre là, maintenant, ce soir, quoi. Et c'est vrai que ça paraît... c'est fou, quoi. Oui, mais et ce n'est qu'un petit aperçu. Oui. Attends, je crois qu'il y a des... Caro, il me semble qu'il y a Jean-Marie ou Véronique, ou je sais pas, il y a du monde. En fait. Oui. Alors, il y a Jean-Marie qui demande comment les élèves sont sélectionnés. Ah oui, ça c'est bien, ça. Merci de le... Alors, il n'y a pas vraiment de sélection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les élèves écrivent pour s'inscrire au cours, déjà, c'est leur motivation. C'est vrai que si on vient au cours pour se dire « Allez, on fait un petit tour, on va voir ce qui se passe, puis on se fera son idée », honnêtement, c'est inintéressant parce que comme je prends un nombre limité d'élèves par cours, la personne va prendre la place de quelqu'un que j'aurais potentiellement refusé parce que j'avais plus de place. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de venir étudier la discipline avec beaucoup d'humilité et de respect, parce que pour moi, le respect, c'est hyper important. Et voilà, en fait. Après, peu importe ce qu'on est, la religion, moi, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la motivation de la personne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Puis merci, Véro, pour ta question. Voilà, s'il y en a d'autres. Oui, voilà. Alors Jean-Marie dit peux-tu dire ce que tu as vécu avec le Vatican? Alors à quel niveau? En termes d'expérience ou... Je pense que c'est ça. Je sais pas du tout. Alors, par exemple, alors est-ce que si c'est par rapport à Mathilde de Canossa, alors si c'est par rapport à ça, je vais juste dire une chose. La vie à l'époque, Mathilde de Canossa, on est au XIe siècle, elle va mourir au début du XIIe siècle, en 1115. Il n'y a pas d'enregistrement, on ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer. En revanche, à l'époque, il y avait des moines. Et il y avait des moines, parce qu'elle soutenait beaucoup les bénédictins. Et il y avait un moine tout particulièrement qui s'appelle Donizzone. Et Donizzone était le moine attitré qui a écrit ce qu'on appelle le Vita Mathildis. Et le Vita Mathildis reprend
des événements journaliers de la vie de Mathilde, en fait. Donc, on apprend beaucoup de choses, en fait, par rapport au Vita Mathildis. Et quand j'ai eu terminé l'enquête, parce que je suis allée dans 5 pays pour cette enquête, j'ai su que l'original était au Vatican. Donc, je ne me suis pas dégonflée, j'ai écrit au pape et je lui ai expliqué ma demande. J'ai dû réécrire 2 fois. D'abord, preuve en est, moi j'ai les lettres du secrétariat papal, j'ai tout, voilà. Donc, j'ai écrit au Vatican, au pape, et ils m'ont répondu. Et ils m'ont donné l'autorisation d'aller consulter dans les archives du Vatican, en fait. Ils m'ont donné l'autorisation d'aller consulter le Vita Mathildis. Il suffirait que je donne en amont l'heure, le jour et le nombre de personnes qui m'accompagneraient éventuellement. Et manque de chance, le Covid est passé par là, ce qui fait que les voyages ont été compromis pour ce qui me concerne. Voilà. Voilà. Donc, à ce jour, je n'ai pas encore. Mais ça se fera, sûrement, ça se fera, il n'y a pas de raison. Oui, ça se fera. Mais bon, pendant 2 ans, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus rien faire. Donc voilà. Et sinon, je me suis fait enfermer une fois au Vatican, oui, effectivement. D'accord. Ça, c'était lors d'une enquête où je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais avec mon groupe et ils évacuaient les gens vers la sortie. Et moi, là où j'étais, je n'ai pas pu sortir. Et parce qu'il y a un défilé d'évêques qui est arrivé, ils ont fermé les portes et je me suis retrouvée, on s'est retrouvés avec un petit nombre de personnes auprès des évêques à écouter leur cérémonie. Ouais. Enfermé dans le Vatican. Enfermé, comme je me suis fait aussi enfermer à Westminster Abbey. D'accord. Ah oui, non, mais je vis ma vie. Dis donc, mais c'est ce que j'allais te dire. Non, mais vraiment, c'est super intéressant, vraiment. Alors là. En plus, je vais raconter Westminster Abbey parce que c'est dingue cette histoire. C'est en lien aussi avec Mathilde Canossa. Et en fait, c'est fin août de l'année, je ne sais plus combien, j'étais avec un ami à Westminster qui voulait à tout prix voir Westminster. Bon, c'était fin août, il faisait chaud, il y avait 1h30 de queue à l'extérieur. Je l'ai fait vraiment pour faire plaisir à la personne, mais franchement, on le fait. On entre dans Westminster, on commence à visiter. Et à un moment donné, on se trouve dans un coin de l'abbaye qui s'appelle Poets Corner. En fait, c'est le coin des poètes. Et là, vous avez des ex-voto partout sur les murs, au sol, qui, comment dirais-je, donnent le nom. Et moi, j'étais en train de dire, tiens, j'ai enquêté sur lui, sur elle, etc. Et à un moment donné, on était près d'un mur. Pour moi, c'était un mur avec des ex-voto. Et d'un seul coup, j'ai failli prendre cette porte en pierre dans le nez. La porte s'ouvre, donc j'ai le temps de me reculer. Et là, il y a un religieux qui sort, tout en noir, et il me regarde, il me fait « Vous voulez rentrer derrière ?» Et moi, toujours la Sherlock Holmes ou l'Indiana Jones de mes enquêtes, je lui fais « Oui, mais je ne sais même pas de quoi il en retourne. » Il nous pousse dans une espèce de petite chapelle et il referme la porte derrière. Et je sens qu'il met une barrière derrière la porte. Et là, la personne avec qui je suis me dit « Mais ça t'arrive souvent, ce genre de choses ?» Je fais « Ouais, je t'avoue que ça m'arrive de temps en temps. » Il me dit « Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi parce qu'il n'y avait personne. Il m'enfermait dans une petite chapelle. » Et donc, je lui dis « Écoute, je vais me concentrer. » Et je me concentre. Et en fait, je vais découvrir que là où il m'enferme, mais pas tout de suite, parce que je vais décrypter toute une scène sous les yeux, mais je comprendrai plus tard que je me posais la question si Mathilda de Canossa avait été au couronnement de Guillaume le Conquérant et si elle y avait assisté. Et en fait, j'ai compris que la cérémonie que je voyais, alors évidemment, l'abbaye de Westminster n'était pas à cette époque-là, au XIe siècle, parce qu'il a été couronné en 1046, je crois, ou 1044, je ne sais plus. Non, pardon, en 1066. Non, 1045, c'est la naissance de Mathilde de Toscane. En 1066. Mais évidemment, l'abbaye n'était pas comme elle est actuellement. Donc, on sait très bien que les abbayes, comme les cathédrales, sont construites sur d'anciens temples et d'anciens sites. Ça, c'est connu. Et donc, j'ai compris qu'en fait, là où il m'avait enfermée, c'était l'emplacement de l'ancien lieu où s'était passée cette cérémonie. Mais ça, je ne le comprendrai pas tout de suite. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on va peut-être sortir de là. Et moi, j'arrive plus à pousser la porte pour sortir. Je fais, s'il nous a enfermés, il n'y a même plus aucune issue. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, la personne qui est avec moi pousse la porte. Et en fait, on passe en se faxant presque le long du mur devant, imaginez
c'est des milliers de visiteurs par jour, ils voient 2 personnes sortir du mur. Donc on pousse le ruban, on pousse le poteau et on arrive et on rebloque la porte et on remet le poteau derrière et là, on continue notre visite. La visite nous mène dans un péristyle. Donc, le temps qu'on fasse tout le péristyle et la visite, on met à peu près 1h15 et on ressort de l'autre côté du péristyle au niveau de la tombe et de la chaise de Édouard le Confesseur et c'est vers la fin, l'ouverture ouest, je crois, de la cathédrale. Et donc, c'était de façon indiquée à ce que les gens aillent vers la sortie de toute façon. Et là, on sort de là, on allait se diriger vers la sortie, lorsque l'homme en noir, qui 1h15 avant m'a enfermé dans la chapelle, court vers moi, soulève le ruban, il me dit « Vous voulez venir assister à une messe privée ?» donc en anglais. Je lui dis oui. Il me fait passer, donc il ne me reflue pas, il me fait passer sous la barrière. Et là, je me retrouve devant la tombe de Newton. On se retrouve. Ils avaient fermé de part en part de la nef, ils avaient fermé des grilles, donc on ne pouvait pas du tout refouler. Et il y avait le passage de la nef, et de part en part de la nef, il y a des stalles. Et depuis que je vais à la cathédrale, à l'abbaye de Westminster, mon rêve, ce serait de m'asseoir sur les stalles. Et on m'a toujours dit, c'est interdit. D'abord, il y a des bandeaux, on n'a pas accès, c'est pas possible. Les gens évacuent, ils évacuent l'abbaye, donc il n'y a quasiment plus personne. Et là, je vois 1 ou 2 personnes arriver, des femmes voilées, des petits voiles, des chapeaux, quelques personnes de façon très discrète. Ah là, on serait cru dans le Da Vinci Code. Hein. Et qui je vois arriver derrière la grille? Un évêque, l'homme en noir qui nous a ouvert, qui a un costume d'époque, qui est plus du tout, voilà, avec un trousseau de clés monumental. Il déverrouille la porte, la grille, il vient nous chercher et il nous fait passer par la nef. Et là, il nous demande de nous asseoir dans les stalles. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas Dieu possible, cette histoire-là. Et me voilà assis dans les stalles avec quelques personnalités discrètes et cachées au-dessus des noms qui représentaient des noms de clans ou de famille. Et là, la messe commence. J'entends des chants. Par la nef arrive le chœur des hommes qui nous salue. Et là, je me dis, mais je suis dans un film, pincez-moi, et je peux prendre aucune photo, je peux rien faire. Tu peux pas, t'as les évêques, t'as des autorités, je sais même pas qui c'était. Et voilà pas qu'on assiste, on assiste à tout ça. Le chœur, et les gens qui me saluaient, et les gens qui, à la fin. Alors, par contre, ce que j'ai fait, j'ai enregistré. Discrètement, j'ai pris mon téléphone et j'ai ça c'est enregistré bien, c'est super, t'as eu raison, ça c'est bien. Ouais. Ben oui, parce que je pouvais pas prendre une photo, non, bien impossible. sûr, mais t'as toujours les chants comme ça, c'est bien ça. Et donc, et quand ils sont repartis, ils ont resalué en partant, et j'ai vécu un moment, mais de ma vie, jamais je ne peux oublier ça. Mais en même temps, sachant que Mathilde aussi est venue sur le lieu, parce que je reste collée à mathématiques, eh ben c'est comme ça que je vis des choses improbables. C'est comme si dans l'inconscient des gens, ce que je trace, ce que je dégage, qui n'est pas visible, mais qu'on peut ressentir ou entendre éventuellement, eh bien c'est ce qui me fait vivre des moments comme ça. En tout cas, ça donne envie de lire ton livre, hein, Pascal. Franchement, c'est... Oui, c'est sur les pas de Mathilde de Toscane. Oui, lisez-le, les amis, et surtout lisez-le moi en audio. Merci, ça serait sympa. Oui, non, mais il faut toujours... Il faudra que je réfléchisse à ça, de le faire. Non, mais c'est vrai, mais je passe l'annonce quand même au cas où à la radio, tu sais toujours, parce que bon, voilà. Oui. Mais et voilà, et en fait, c'est ce qui me fascine dans mes travaux, ce qui me passionne et ce qui m'émerveille clairement, c'est justement... Au regard du protocole, déjà, le moment de l'enquête, c'est fabuleux. Quand on sait que c'est juste, que c'est ça, que c'est vrai. Oh, mais voilà. Après, il y a des élèves qui ne s'investissent pas forcément dans leurs enquêtes. Après, moi, je ne peux pas être partout non plus. Mais, et des fois, c'est dommage, c'est du gâchis. Mais puis des fois, c'est parce que c'est long. En fait, je crois que des fois, c'est la longueur que met une enquête. Parce que il y a des enquêtes, je peux vous assurer qu'ils avaient des noms d'emprunt, des surnoms. 3 ans d'enquête, ça a été long. Mais quelle délivrance quand on trouve. Oui, mais comme tu dis, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que ça va être rapide et tout. Voilà, on a toujours tellement tout, on veut tout rapidement maintenant. Voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, ça prend, oui, comme tu le dis, même des années. Donc, en tout cas, faut le vouloir. Oui, parce que dans mon domaine, c'est patience et humilité, oui, clairement. Oui. Les enquêtes, ça prend du temps. Il faut être patient, ça prend du temps. Voilà. D'accord. Par contre,
Enfin non, j'allais dire quelque chose, mais c'est pas très important, donc je ne le dis pas parce que ça présente pas d'intérêt. Voilà. C'est hyper intéressant, c'est fluide. Après, on peut... Oui, merci, Michael. Non, mais il faut le dire, hein, voilà, c'est important, quoi. Après, il y aurait tellement de choses à dire. Après, je rentre dans la technique. Et je peux peut-être juste finir je vais parler juste de ça, le tableau des similitudes d'une vie à l'autre, parce que moi, je fais des rapports, je tiens des tableaux, je fais des synthèses. Je fais pas que révéler, il y a tout un travail derrière. Hein. C'est-à-dire en substance. Hein, j'ai retrouvé des marques corporelles identiques au même endroit. J'ai retrouvé des épreuves identiques, les mêmes personnes, les mêmes lieux d'habitation, des schémas identiques, tant affectifs, professionnels, amicaux ou autres, des douleurs physiques identiques, les mêmes problèmes de santé, le même profil psychologique, des caractéristiques physiques semblables, le même prénom ou le même nom de famille. Et alors là, ce que je vais dire là, c'est énorme. Des rencontres de personnes ayant été des amis ou de la famille dans une incarnation passée et qui, dans cette vie-ci, font partie de ses ancêtres et de la branche familiale. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire ? Écoute, attends, excuse-moi, vas-y Caro, tu avais une question ou non en même temps ? Non, d'accord. Non, mais c'est bon pour moi aussi, c'est pour ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, je pense notamment à des personnes à qui j'ai révélé qui elles étaient dans leur vie antérieure. Et le pompon de l'histoire, c'est qu'elles ont fait la généalogie de leur famille. Et en faisant la généalogie de leur famille, elles ont découvert que les personnes qu'elles ont côtoyées à l'époque étaient couchées sur leur arbre généalogique. C'est fou ça. Mais en même temps, c'est là que tu dis que y a pas tout correspond quand même, quoi. Il n'y a pas de hasard, non, ça s'imbrique. Et c'est ça qui est génial. Immense. Après, et pour finir mon petit tableau, des passions identiques, parfois le même métier, des mêmes goûts vestimentaires, se retrouver face à un même conflit. Alors ça, je l'ai vu des tas de fois. Et des fois même au même âge, au même moment, dans les mêmes conditions. Mais c'est dingue, parce que quand on révèle, on ne le sait pas. Non, mais c'est après que tu dois te dire, mais c'est fou quand même, j'ai dit ça, moi, et puis finalement... Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, Michael. Je me dis, mais comment c'est possible ? Voilà. Et pour terminer, effectuer le même voyage et dans les mêmes conditions, se retrouver face aux mêmes peurs, souffrir des mêmes phobies, revivre le même accident, revivre des mêmes conflits, découvrir les mêmes appartenances, prendre les mêmes décisions, le même engagement, la même énergie de courage, la même volonté de réparer, la même forme mentale, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est pas exhaustif, mais moi, ce qui est important, c'est aussi techniquement d'extraire de ces révélations et de ces travaux, c'est d'extraire une théorie cohérente et de mettre en avant toutes les possibilités qui nous sont ouvertes. Après, on rentrera dans un aspect plus technique, mais qui va être très long. Donc, je vais pas non, ça sera peut-être pour une émission, on ne sait jamais, hein, si tu as envie, bien sûr, voilà quoi. Oui, avec grand plaisir. Mais parce que là, je rentre dans quelque chose de beaucoup plus technique oui, je comprends. Et ça va être très long. Oui. Ça, là, il y en a au moins pour non, mais c'est normal, je comprends. Tu sais, il y a Véronique qui dit, est-ce que tu fais une enquête sur le chemin des cathédrales et une nouvelle émission. C'est ça, Caro, hein? Si la question, c'est est-ce que tu fais une enquête sur le chemin des cathédrales? Est-ce une nouvelle émission? Alors, effectivement, depuis un an, même 2 ans, 3 ans, je m'intéresse beaucoup, je visite des cathédrales parce que je commence à obtenir pas mal d'informations dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui sont fort intéressantes et qui remettraient en question beaucoup de choses. Donc, mais en visitant des cathédrales, j'ai découvert aussi des choses un peu dérangeantes dans certaines cathédrales. Voilà, je ne vais pas en parler maintenant. Je ne vais pas en parler maintenant. Voilà. Donc, ça ne sera pas une émission prochainement parce que j'ai envie d'aller encore plus loin. Et voilà, moi, quand je parle d'un thème, c'est que je le maîtrise à fond. Et cet intérêt pour les cathédrales, oh là là, si vous saviez. Ah, je peux pas, non, je suis désolée, il y a des choses que je peux pas dire pour l'instant, non, je suis désolée. Mais j'ai fait des découvertes invraisemblables. Mais Pascal, écoute, si tu nous en parles pas maintenant, tu nous en parleras plus tard, j'espère. Quand même. Voilà, plus tard, mais pas maintenant. Mais non, mais au contraire, plus tard, c'est parfait. Voilà. Écoute, juste, excuse-moi, avant de terminer l'émission, juste rapidement, très rapidement, Caro, si on prend une ou deux questions, et puis après, on va, voilà, comme ça. Vas-y. Alors, il y a Nadia qui demande, est-ce que tout le monde se réincarne?
Alors, pour pouvoir y répondre, il faudrait que j'ai Oui, travaillé, j'ai travaillé sur tout le monde et je ne parle pas de ce que je ne connais pas, en fait, de ce que je maîtrise pas. Donc, en fait, c'est une question à laquelle je ne peux répondre parce que c'est une question d'honnêteté. Moi, je ne parle que des cas que j'ai étudiés. Maintenant, en fait, cette histoire de se réincarner, de se réincarner dans les travaux que j'ai faits en tout cas, puisque je travaille sur le futur également. Je fais juste une digression où je me projette sur les vies futures. Donc, j'ai effectivement les élèves avec qui j'ai travaillé, j'ai vu beaucoup de choses sur le des vies futures, mais à partir du moment où on est dans un processus d'évolution, on s'attend quand même à dire qu'on va se réincarner. Et vu on est, comment dirais-je, potentiellement en train d'évoluer, de comprendre des choses, d'avancer, je dirais que potentiellement, oui, on va évoluer. Ça, c'est une certitude. On va se réincarner, pardon. En général, euh, alors, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui me dit: «Oh, moi, j'espère que je me réincarnerai plus, c'est la dernière». Alors, malheureusement, quand j'entends ça, la personne, eh bien, elle va revenir et encore pas mal de fois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas intégré, qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas dépassé. En revanche, quelqu'un qui sera dans l'éveil ne négocie pas ça. C'est-à-dire, en fait, eh bien, si je dois revenir et qu'il y a une bonne raison, eh bien, je reviendrai, en fait. Et que, et j'ai pu constater sur des travaux, sans rien citer, mais sur des personnes, par exemple, qui avaient un niveau d'éveil quand même assez important, c'est pas leur priorité. Parce que s'ils doivent revenir et pour une mission précise, ils viendront. Voilà. Bah, Donc, en oui. potentialité, oui, Et on se puis, réincarne. bon, de Oui. tout savoir ou de vouloir tout savoir, parfois, est-ce que c'est vraiment utile aussi? Il y a peut-être des infos qui ne seront pas Bah, forcément utiles pour le bah moment. déjà, j'ai envie de dire, ce qu'on fait, essayons de le faire bien déjà. Oui, déjà, c'est pas mal. C'est Hein. vrai, t'as raison, C'est c'est déjà sûr. pas mal. C'est sûr. Essayons de le faire bien. Oui, oui, oui. Et parce que le but, c'est d'aller au fond des choses. Et moi, j'aime ça, aller au fond des Mhm. choses. Donc, dans l'absolu, je vous dis oui. Mais déjà, essayons, il faut comprendre tout un processus. Voilà. C'est important, oui. Merci beaucoup Oui. pour ta réponse. merci. Je sais pas s'il y a plus de questions. Il y a Tatiana Oui. qui demande est-ce qu'à un moment on arrête de se réincarner? Et si oui, que se Bah, passe-t-il? je Et viens que d'y fait notre répondre. âme? Et que fait notre âme de l'autre côté? Ah là, mais là, c'est Mais trop là, long. c'est une autre Alors là, question. Oui, ah C'est non, une non, autre. je ne peux ouais, pas c'est ça. répondre à ça. Oui, en fait, on fonctionne intellectuellement. C'est-à-dire que potentiellement, l'être humain a une structure telle, il y a un début, il y a une fin. Alors, il y a effectivement, parce que je travaille sur l'origine de l'humanité. Donc là, j'ai énormément avancé, j'aurais des choses très intéressantes à dire. Mais tout part d'une chimie, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et de cette chimie, il y a des choses qui vont se créer. Mais en fait, est-ce que la finalité est le but? Est-ce que le fait qu'il y ait une fin, c'est le but? Je ne crois pas. Au stade où j'en suis, au regard des travaux que je mène, en travaillant sur l'origine de l'humanité, sur, comment dirais-je, les peuples anciens, les civilisations anciennes et tout un tas de choses en parallèle, je peux vous assurer qu'on est tout petit et vraiment on est prudent quand on dit les choses. Donc en fait, la finalité, même si elle n'est pas terrestre, elle aura une existence quelque part. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Voilà. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, si Et tu veux. alors, Ah, vas-y, bon, vas-y. pardon. Parce Bah, il qu'après, y il a faudra Jean-Marie terminer qui, l'émission. Vas-y, oui. vas-y. Jean-Marie qui demande où se situent tes cours. Alors, à Paris, pour cette année à Paris. Mais par contre, et ça fait partie un peu des projets avec Mickaël, nous en avions parlé, que je vais proposer aux gens. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, à la rentrée, je vais mettre en place, pour ceux qui ne sont pas élèves, même les élèves, s'ils veulent venir, ils pourront venir, mais je vais mettre en place des week-ends séminaires sur des thèmes précis sur un week-end. Ça sera du vendredi après-midi au dimanche midi. Je ne prendrai pas beaucoup de monde, mais je serai complètement disponible un week-end pour les personnes Ça, où on c'est pourra bien. débattre et parler C'est d'un thème. génial. Dis donc, Donc, Pascal, on va t'emmener voilà. la team du Lotus, hein, tu sais. Donc ça, je suis en train de travailler avec mon équipe là-dessus actuellement. Ça va démarrer à l'automne. Il n'y aura pas plus de 15 places.
Et là, par contre, c'est en immersion, c'est assez intensif. C'est du concret. On va parler d'un thème, ça sera concret. Il y aura Complètement. aussi des expériences, on fera aussi des expériences. Donc, je vais créer des thématiques parallèlement aux cours que je donne pour ouvrir, en fait, parce que c'est pareil, mes cours, c'est limité à un nombre de personnes. Mais ces séminaires-là, ces week-ends-là vont pouvoir permettre à des personnes de tous horizons de s'inscrire pour participer à ce genre de séminaire. Voilà. En tout cas, c'est un bon projet. Et moi, on en avait C'est un parlé bon en projet. privé, hein, bien sûr, comme tu le disais. Voilà. Ça m'intéresse et je pense beaucoup de monde aussi. Donc, Et on est en train de travailler avec mon équipe également sur des week-ends conférences. Ah oui. Où là, je ferai venir des amis conférenciers. Et il y aura 3 conférences et il y aura une matinée qui sera réservée à un débat avec les conférenciers. Voilà, pour le moment, j'en dis pas plus. Voilà, on est en train de. Le projet avance bien, donc normalement, ça devrait voir le jour à l'automne. Bon, bah c'est génial. Écoute, c'est parfait. Et je vais parler d'un troisième projet parce que celui-là, il est concret. Et enfin, il est concret. Les deux sont concrets, mais pour le moment, voilà, ils ont besoin d'être finalisés. Mais ça va démarrer de toute façon à l'automne. Et je vais parler d'un troisième projet. Celui-là, il est finalisé puisque je vais commencer à communiquer dès le mois de février. J'ai été approchée, voilà, par des personnes pour créer des voyages sur les pas des enquêtes de Pascal Lafargue. Voilà, clairement. Et donc, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé sur ce projet. Et la saison 1 va démarrer en fin septembre. Et pour cette saison 1, je vais emmener les gens une semaine avec moi. Alors ça, c'est ouvert à tout le monde, tout public, en Italie, sur les pas de Mathilde de Toscane. Donc, je vais les emmener dans les lieux où j'ai eu des révélations, où j'ai eu des messages, où il s'est passé des choses importantes. Et en fait, moi, au début, je m'étais dit, mais plus que l'enquête est faite, je ne voyais pas pourquoi l'intérêt. Et finalement, j'ai découvert qu'il y a des gens qui rêveraient de venir avec moi en enquête. Mais sauf que les enquêtes sont quand même à titre privé, pour certaines. Et ça permettrait aux gens de venir avec moi, de leur expliquer, où je serai quelque part guide conférencière et je leur révélerai. Et en même temps, la potentialité qu'en étant sur les lieux, il se passe des choses que je ne prévois pas. Voilà. En tout cas, je pense que tu vas avoir du monde. Le premier voyage démarre le 30 septembre. La première saison, c'est du 30 septembre au 7 octobre. Je l'annonce parce que je vais communiquer d'ici une dizaine de jours sur les réseaux. Ah oui, d'accord. Donc en fait, alors après, si les gens écrivent à l'association, oui. Moi, après, ça, c'est pas très grave. Moi, je reforwarderai les mails aux gens qui gèrent ce voyage, puisque ce n'est pas moi qui gère. Hein. Mais l'ouverture va démarrer d'ici 10-15 jours pour ce projet-là. Voilà. D'accord, je pense que tu auras du monde, hein. Ça c'est sûr et certain, parce que déjà... Alors c'est pareil, c'est un nombre limité de personnes. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, autre chose aussi, parce que je voulais que tu expliques, que tu donnes une conférence demain à Paris, c'est ça? Ah, merci Michael. Oui, rien, alors écoute. s'il y en a qui sont sur Paris ou la région parisienne, demain je serai en conférence à Paris dans le 14e, en binôme avec une amie astrologue. Donc c'est une soirée de 3 heures. Où le thème de cette conférence est « Quel pourrait être l'avenir de notre société ?» Et qui est-ce ton amie astrologue? Comment elle s'appelle? Alors, cette amie astrologue qui va être présente avec moi s'appelle Valérie Tanza d'Armandie. D'accord. Et Valérie, je la connais depuis des années. Et en fait, pour que j'explique l'origine de cette conférence, quand il y a eu le Covid en 2020, où on a été au confinement, on s'est appelé. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Et donc, j'ai commencé à lui parler de ce que je voyais. Et puis, j'ai commencé à lui dire, et elle dit, et en politique, tu vois quoi? Et en sciences, tu vois quoi? En technologie, tu vois quoi? Et du coup, j'ai été puisée dans mes archives les révélations que j'ai eues sur les thèmes comme l'environnement, la science, la médecine, la technologie, etc., etc. Et au fur et à mesure de nos conversations, je me suis rendu compte qu'on était sur la même ligne, que par mes voyages par mes voyages et mes lectures, eh bien, je la rejoignais complètement, elle, avec l'astrologie. Du coup, ça m'a donné l'idée, on a fait 4 volets d'émissions il y a 2 ans et demi sur un média qui s'appelle BTLV. On a fait 4 volets d'émissions et depuis cette émission, mais il y a énormément de choses que j'ai dit qui sont arrivées. Et là, on a décidé de le décliner en conférence.
Et du coup, je vais amener des compléments d'informations que je n'ai pas dit en émission. Et donc, ça sera demain. Ça sera demain à 19h. Les gens n'ont qu'à aller sur les réseaux, sur Instagram oui, ou Facebook. justement, Pascal, toutes les informations. oui, j'allais te le demander, justement. Est-ce que tu peux donner ton site, ta page Facebook, enfin tes réseaux alors, j'ai un site internet, c'est www.pascallafargue.com. D'accord. Sinon, ils vont sur Facebook, Pascal Lafargue, parapsychologue. Oui. Là, ils trouveront les informations. Et sinon sur Instagram. Voilà. C'est parfait, il y a tout. Et j'ai une autre conférence dimanche à Paris aussi, à l'hôtel Bedford. Et là, par contre, ça sera sur le thème de la réincarnation, avec comme sous-titre quel sens donner aux répétitions de schémas et à notre itinéraire de vie. Voilà, c'est selon un axe précis. Donc ça sera dimanche à 14h. D'accord, voilà. Ça fait déjà pas mal de conférences. Et après, je ne serai plus à Paris de l'année. Non, après, d'accord. Bon, okay. D'accord. Voilà. Bon, déjà, ça fait beaucoup. Entre-temps, je travaille sur d'autres projets, donc voilà. Oui. Mais écoute, je crois que là, à mon avis, on a fait... Je pense, qu'est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter? Ou Caro, il y a quelque chose à rajouter parmi les remarques ou quoi? Non, des auditeurs? Non. Bon, écoute, non. Pascal, si tu as des choses à... En tout cas, voilà. Écoutez, moi, je pense que l'heure est venue de vous remercier. Oui. J'espère vraiment vous avoir intéressé. Oui, c'était parfait, merci. C'est avec grand plaisir, vraiment. Voilà. Tu es la bienvenue quand tu veux. Tu fais partie de la famille du Lotus. Donc, c'est quand tu as envie. C'est gentil, c'est adorable. C'est adorable. Voilà. C'est adorable. Écoutez, oui, ce que j'ai quand même oublié de vous dire, ça me revient, c'est que mon prochain livre sort au mois de mai. Et donc, on se reverra sans doute pour ça. Oui, avec plaisir. Et donc, c'est un thème, je ne pense pas qu'on m'attende sur ce sujet-là, mais c'est bien aussi de surprendre. Donc une sacrée thématique, en tout cas. Voilà. Ah, tu ne peux pas en dire plus, attention, pour l'instant. Si, je peux le dire. En fait, le livre va beaucoup tourner autour de Marie-Madeleine et de mon enquête que j'ai fait autour de Marie-Madeleine, des révélations que j'ai eues, des messages et de la vie de ces femmes qui vivaient à cette époque-là. D'accord. Non, mais c'est vrai que comme tu m'en avais parlé en privé, je me suis dit peut-être que tu peux pas le dire, voilà. Mais bon, voilà, d'accord. Si, je peux le dire. C'est génial. En tout cas, ça, c'est vraiment un sujet moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour cette belle soirée, belle émission. C'est moi. Merci. Et puis, nous, on se dit à très bientôt, quand tu veux. Voilà. Voilà, je remercie vos auditeurs qui ont pris le temps d'écouter. Je vous remercie tous les deux, Caroline et Michael, pour votre gentillesse et votre accueil généreux. Merci. Bon, on se dit à très bientôt. Bonne nuit, les amis. Dormez bien, surtout. Et voilà, prenez soin de vous. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.